Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jcetum.com et je vous souhaite la bienvenue pour la première, c'est-à-dire la présentation de nos fameuses sessions Crypto Markets 2023. Rappelez-vous que le service commencera officiellement en mars, c'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer nos premières sessions d'analyse mensuelle. Et ici, durant le mois de février, on va prendre le temps de présenter le service correctement, c'est-à-dire présenter les rapports correctement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, on va décortiquer quels sont les éléments que vous allez retrouver. Donc les séquences, elles vont être segmentées et subdivisées et comment et qu'est-ce qu'on va faire durant chacun de ces segments, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va analyser tous ensemble. Et cela aussi, ça va nous permettre d'introduire notre méthodologie, notre modus operandi, notre système et notre processus analytique, c'est-à-dire passer de la macro à la micro et ensuite se passer au niveau portefeuille. Ceci, c'est un élément qui est super important. Pourquoi? Parce que ici, beaucoup ont besoin d'éducation. Donc, pas mal de personnes qui ont souscrit à ce service, c'est-à-dire les nouveaux arrivants jcetum.com, n'ont peut-être pas un background ou un système assez sophistiqué lorsqu'il s'agit des marchés traditionnels. Les crypto markets, ça a touché une toute nouvelle démographie. Quand je dis démographie, c'est une toute nouvelle démographie d'investisseurs qui sont rentrés dans le monde de la finance et des investissements via les cryptos. Donc, ça va être assez important de pouvoir revenir sur les bases, parler de la méthodologie utilisée en finance traditionnelle et ici, comment on peut adapter cela aux crypto markets. Ok, donc voilà en gros ce que nous allons faire ici. La présentation va être subdivisée en plusieurs parties, principalement deux. Cette première partie, c'est moi qui l'a fait. Donc là, on va tout simplement passer en revue la méthodologie et les séquences, comment elles seront constituées, enfin de quoi elles seront constituées. Et la deuxième partie, on va aller un peu plus en profondeur dans l'aspect machine learning, big data. Et donc là, c'est Sergio Ariet qui, lui, va passer en revue cela. Bien évidemment, vu la barrière de la langue, rappelez-vous que le JCTUM, vous ne connaissez que l'aspect francophone, parce que c'est moi qui est là, donc je suis le francophone du groupe, mais il y a d'autres personnes aussi. Principalement, ce sont des hispanos et des latinos. Et en gros, ici, moi, je mets en avant le côté francophone, et donc on va expliquer cela. Mais la session était faite, on va dire, pour une clientèle internationale, mais principalement axée latino-américaine et hispanophone. Et donc, lorsqu'on va faire ces sessions, Sergio et moi, la session sera enregistrée et moi, je vais la commenter ici. Vu que c'est qui s'occupe de tout ce côté big data, machine learning et pas mal d'éléments. Et vous allez voir comment, lorsqu'on a un système qui est beaucoup plus sophistiqué, nous intégrons cela. Pourquoi nous parlons big data? Parce qu'il y a beaucoup de données maintenant, donc données macro, données micro, donc stock markets traditionnels, et données crypto markets avec le BTC, nous avons pas mal de données. Donc ici, on va mettre en avant, notre suite de métriques analytiques, ce que nous utilisons et nos recherches et développement, comment nous voulons améliorer tout cela et continuer à nous sophistiquer. Rappelez-vous qu'un des slogans clés du JCTUM, c'est toujours passer au next level, donc atteindre le niveau supérieur d'année en année. Okay, donc voilà, bienvenue à vous tous. Donc là, on y va. Avant de commencer, nos avertissements. Donc, rappelle que le but et la finalité des rapports d'analyse sont uniquement et exclusivement informatifs et éducatifs. Ceci doit être perçu comme de la recherche et développement et en aucun cas comme une recommandation d'investissement, ni une incitation à recopier les opérations et toute autre stratégie divulguée et ou illustrée dans les programmes et durant les sessions. Soyez sûr de bien comprendre les risques associés à l'investissement, trading, négociation et toute opération effectuée avec les actifs à rente variable et extrêmement volatiles, tout comme le sont aussi d'autres actifs ou produits financiers, donc futurs, options, ETF, CFD, etc. Assurez-vous de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Faites vos recherches, analyses et investigations avant de vous exposer et ayez conscience que votre capital est en risque. Notez que les membres et collaborateurs du JCTUM peuvent avoir une exposition ou des investissements dans plusieurs actifs énoncés, analysés dans les programmes et rapports et sous forme de dérivés et ou sous-jacents. Donc là, c'est parti. On y va. Maintenant, quel est le but premier de ce rapport? Comme vous le voyez là, c'est écrit en anglais, n'oubliez pas, c'est un rapport qui est basé, on va dire, pour une clientèle internationale, mais moi, je commande cela en français. Principalement, c'est pour vous donner les outils. Et lorsque je parle de workflow, en gros, c'est quoi? C'est le processus systématique que vous devez suivre. Donc en gros, rappelez-vous, systématiquement faire la même chose. C'est un élément qui est super important. Lorsque on fait ses premiers pas dans le monde de l'investissement, on voit qu'on veut suivre pas mal de personnes qui ont l'air d'être des gourous, des experts, qui en savent plus que nous et on tente de recopier ceci, cela. C'est bon, dans un premier temps, pourquoi on a tous commencé comme cela? Moi-même, j'ai commencé comme cela. Mais malheureusement, beaucoup restent piégés et attrapés, on va dire, dans cette première phase et ne passent pas au next level. C'est quoi le next level? C'est vous sophistiquer, aller de l'avant et vouloir faire les choses correctement. Et bien, au moment ici,
permettez-moi de parler de pas mal d'éléments qui sont super, super basiques. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a toujours eu cette guerre entre les 1% et les 99%. Donc les 1%, ceux de Wall Street, les super riches, les milliardaires, etc. Et les 99%, on va dire, c'est le peuple. Pour dire ça comme ça, de manière très simple. Ok? Donc n'oubliez pas les mouvements Occupy Wall Street et tout ce qu'on a vécu par le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde part des marchés, tout le monde a accès au marché, mais il y a toujours eu cette guerre entre, on va dire, ces deux camps. La clé, c'est quoi? C'est que beaucoup se sont révélés être des Robins des Bois. Donc, on va voler aux riches leur savoir, leur expertise et leur sophistication et on va les redonner au peuple. Là, en gros, c'est ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal, comment dirais-je, d'arnaques, de fraudes, de charlatanisme et pas mal d'éléments comme ça. La clé, c'est quoi? C'est de s'éduquer et d'être motivé et déterminé à vouloir s'éduquer. Et lorsqu'on veut faire cela, lorsqu'on rentre dans le monde des investissements et de la finance, on veut émuler les top opérateurs. Mais malheureusement, c'est ce que ne font pas la plupart des particuliers. Ils veulent rester dans ce monde. Donc, pensez à des éléments comme Wall Street Bets, etc., etc. C'est une mini-communauté. Et en gros, c'est une méga grosse erreur de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de professionnalisme, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de système qui est mis en place et c'est tout simplement opérer et investir, tenter d'opérer, tenter d'investir sur les éléments qui sont hot. Ah tiens, la communauté parle de cela, tel gourou, tel expert a parlé de cela, je vais suivre cela. Eh non, c'est pas ça du tout. Il faut regarder les entités qui ont eu le plus de succès et tenter de les émuler. Là, je vous parle de mon propre parcours à moi. Un élément qui est clé. Et un exemple que je donne souvent, c'est quoi? Si tu veux apprendre à jouer au foot, tu vas apprendre à qui? Donc, pensez à, je vais parler ici du Camp Nou, donc Barcelone, ou du Bernabeu, Real Madrid, et je vois le jardinier qui est là depuis 30 ans, donc celui qui s'occupe de la pelouse. Il a vu toutes les grandes stars, okay? Donc tous les ballons d'or qu'il y a eu, Zidane, Roberto Carlos, enfin tout ce que vous voulez, les Beckham, Ronaldo, le Brésilien, tout ça, tout ça. Maintenant, il peut vous parler d'eux. Alors moi, je les ai vus, j'ai vu comment ils s'entraînent, j'ai vu comment ceci, comment cela. Vous voulez apprendre à jouer au foot avec qui? Ceux qui étaient ballons d'or ou celui qui a vu tous les ballons d'or? La clé, c'est quoi? C'est ceux qui ont été ballons d'or. Donc, jouer, apprendre avec Zidane, apprendre avec Ronaldo et apprendre avec pas mal d'autres joueurs. Donc, Ronaldo le Brésilien, Ronaldo le Portugais, etc. C'est avec eux que vous voulez apprendre. Okay? Ici, dans le monde de la finance, exactement la même chose. Beaucoup de personnes parlent de la finance, mais combien ont opéré des méga hedge funds et ceci et cela? Mais vous voyez que toutes ces personnes ne vont pas donner leur sauce secrète, mais ils laissent des traces. Il y a des écrits, il y a pas mal d'éléments, il y a des conférences. Et bien, vraiment, lorsqu'ils parlent, c'est en anglais, donc il y a la barrière de la langue, vu qu'ici, je m'adresse à un public francophone. Et d'un autre côté, ce jargon technique. Donc, c'est parlé en mode maître Yoda et on ne comprend pas trop cela. Mais en gros, c'est la marche à suivre. Et moi, j'ai rencontré cela dans mon propre parcours. Donc, en gros, après, j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai pas envie de suivre les personnes qui disent, soi-disant, être des pros ou qui étaient dans l'industrie ou qui disent avoir été dans l'industrie alors qu'ils n'ont rien fait. Je préfère me focaliser sur ceux qui ont fait quelque chose et qui ont laissé des traces, qui ont un track record, etc. Et donc là, j'ai commencé à arpenter ce chemin. Barrière de la langue, ça n'a pas été un gros problème pour moi, mais c'est juste comprendre le langage de Wall Street. Parce qu'il parlait l'anglais et parlait l'anglais Wall Street. Et ça, c'est un élément qui était compliqué et pouvoir comprendre tout cela, assimiler la matière et ensuite appliquer cela. Et avec quoi? Différents profils d'investisseurs. L'investisseur à long terme, celui qui opère dans les marchés à court terme, celui qui opère à moyen terme, qu'est-ce qu'on est? Est-ce que je suis un investisseur, un trader, un portfolio manager? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant. Et donc ça, c'est super, super important. Donc dans un premier temps, il fallait défaire toute cette complexité, et ensuite pouvoir définir mon profil et suivre les personnes que je voulais être. Donc ceux qui avaient le profil qui m'attirait le plus, etc. Et ensuite tenter de les émuler. Ça, c'est un point qui est super important. Mais la clé pour tout cela, peu importe le profil, c'est les outils. Et bien, à un moment, la discipline qu'il faut avoir, donc l'organisation qu'il faut avoir. Donc ici, en gros, c'est ça, ce sont les outils, donc outils analytiques au niveau fondamental, donc macro, micro, et ensuite gérer un portefeuille. Donc pour ça, il y a pas mal d'outils qu'il faut avoir et il y a un workflow qu'il faut avoir. Donc c'est pas dire, tiens, je suis venu le 1er janvier et ensuite je reviendrai le 31 décembre et magiquement tout va se faire. Non, il y a un certain workflow qu'il faut avoir. Et voilà ce que nous faisons. Ceux d'entre vous qui êtes dans les pro-markets et qui nous suivez depuis pas mal de temps, vous avez vu comment nous faisons systématiquement la même chose tous les jours. Donc c'est un point qui est super, super important. Vous voyez que nous sommes disciplinés et organisés et vous voyez les outils qu'on utilise. Et donc ici, c'est ce qu'on va mettre en avant. OK ? Donc on parle d'outils et de workflow et tout ce dont vous avez besoin pour devenir un top analyste. Comme j'ai toujours dit, la liberté financière passe par déjà être éduqué. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire, une fois que tu sais que tu connais les outils, que tu as une discipline, que tu es déterminé, que tu es organisé, tu sais comment analyser les éléments, tu sais ce qu'il faut regarder, tu vas savoir comment investir. Tu vas savoir quand déployer tes capitaux, quand prendre tes bénéfices, quand faire ceci, quand faire cela et utiliser pas mal d'outils financiers, que ce soit des dérivés, que ce soit des stratégies shorts, donc shorter les marchés. Il y a pas mal d'éléments. Donc c'est un point clé.
Donc, lorsqu'on parle de top analyste, c'est indépendant et autonome. C'est un point qui est super important. Rappelez-vous ce qu'on commentait par rapport aux particuliers qui tentent d'émuler, même pas d'émuler, mais qui suivent pas mal de personnes. En gros, c'est ça, il y a cette forte dépendance. Et ça, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas achever la liberté financière lorsque tu dépends de quelqu'un, de ses analyses ou de quoi que ce soit. Ce que nous faisons, ce sont des sessions de brainstorming. Donc, lorsque moi, je mets en avant le Pro Market, ou ce que je fais avec les camarades, ou ici sous forme de service, c'est un méga système de brainstorming. Premièrement, on vous a donné les outils pour pouvoir vous apprendre à faire les choses seul, donc indépendant et autonome, et vous participez à une session brainstorming où il y a quelqu'un qui apporte un deuxième avis ou une manière d'aller, de regarder les marchés sous un autre angle, aller un peu plus en profondeur dans certains points. Mais vous avez déjà fait le gros du travail, vous êtes déjà indépendant. C'est un point qui est super important. Et ça, c'est ce qui est fait même au plus haut niveau. Ok, même moi-même, j'ai toujours mes sessions de consulting avec mes mentors, avec les camarades, tous ceux que je sais qui investissent. Nous pouvons parler de Apple, mais chacun va apporter un angle différent. Moi, je peux parler d'Apple à long terme, un autre va parler d'Apple à court terme, et un autre va parler d'Apple à moyen terme. Moi, je parle d'acheter Apple, l'autre parle de shorter Apple. Vous voyez que c'est pas contradictoire. Lui peut shorter Apple sur une période d'une semaine, et moi, je peux investir dans Apple sur une période de 5 ans. Oui, nous parlons du même actif, mais sous différents angles. Mais dans tous les cas, je suis indépendant et autonome dans ma manière de faire. Et en gros, comme c'est ce que vous voyez là, donc là, de ne pas dépendre de qui que ce soit pour les analyses, jamais. Ça, c'est un point qui est super important. Donc ici, c'est ce que nous allons mettre en avant. Ok. Donc voilà. Avec ça, maintenant, nous poursuivons. Donc là, ce sont des sessions qui seront mensuelles. Ceci, c'est la partie numéro 1. Ça va être subdivisé en deux parties. Donc là, dans un premier temps, je vais mettre en avant déjà le crypto market. On va parler de l'évolution du crypto market. On va utiliser quelques exemples pour cela. Donc, quelques exemples au niveau de quoi? Des profils de participants des marchés, donc des investisseurs d'un certain calibre et bien d'un certain type. Et ensuite, on va passer en revue pas mal d'éléments clés. Donc, on va parler de l'émulation de Pantera Capital, plus l'Intel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est le type de profil d'investisseur que nous voulons émuler lorsqu'on parle du crypto market. Et ensuite, on va parler des outils analytiques. Et on va commencer par tout ce qui est macro, donc macroéconomique, et la corrélation entre ce qui se passe au niveau quant, donc les chiffres, les données macroéconomiques, et le BTC et le crypto market. Vous allez comprendre pourquoi est-ce on sépare le BTC du crypto market. C'est un point clé. Donc, dans un premier temps, on va regarder les indicateurs macro et faire des corrélations entre ces indicateurs macro et le BTC. Depuis que le BTC existe, mais surtout depuis que ces datas ont été compilées et, comment dirais-je, stockées donc, au niveau historique par des entités clés. Donc, rappelez-vous, peut-être pas Binance, mais des entités super importantes aux États-Unis. Donc, c'est un élément clé, donc, comme le CME et d'autres exchanges comme ça. Et avec ces datas, nous pouvons travailler l'aspect quant. Donc, regarder les datas macroéconomiques et faire des corrélations avec les données crypto. C'est un élément qui est super important. Donc, vous voyez là, le segment numéro 1, on parle des macro-quants, corrélation entre le BTC, donc crypto market et la macroéconomie. Nous avons quelques indicateurs macroéconomiques et on va tout simplement faire des cross-références avec le BTC. N'oubliez pas, prédire ces indicateurs, enfin prédire le futur et utiliser l'historique de ces données, c'est super important. Okay, donc, ça nous permet de faire pas mal de choses. Donc, on a les indicateurs macro, ensuite quelques indicateurs micro, on va les passer en revue. Et ensuite, on va aller spécifiquement dans le crypto market et on va regarder les micro crypto quants, donc les datas qui sont super importantes au niveau du crypto market. Bien évidemment, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de crypto, c'est beaucoup d'innovation, enfin c'est de l'innovation et c'est beaucoup d'expérimentation. Donc, vous voyez pourquoi nous devons toujours jouer dans ces deux mondes. Qu'est-ce qui se passe au niveau macro et qu'est-ce qui se passe au niveau micro? Donc, macro, dans quelle direction va le monde? Sommes-nous dans une phase expansionniste au niveau du PIB ou dans une phase de contraction ou dans une phase de récession? Et là, ça change tout au niveau de la dynamique et de l'évolution et de la cotisation, donc principalement l'évaluation de l'actif clé. Donc dans ce cas-ci, c'est Bitcoin et le crypto market. Au niveau des données micro ou quant, là, nous voyons clairement qu'est-ce qui se passe sous le capot dans l'écosystème crypto et spécifiquement avec le Bitcoin. Donc voir comment il est en train d'évoluer à travers le temps. Donc ici, n'oubliez pas, ceci est une présentation. Nous mettons en avant les outils que nous allons utiliser chaque mois. Okay? Donc ensuite, nous poursuivons. Nous passons au troisième point. Une fois qu'on a fait l'analyse macro, l'analyse micro, nous passons au portefeuille. La clé, c'est d'opérer des portefeuilles, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Super important. Donc, on va finir par cela et passer en avant quelques outils. Et ici, on va jouer, je ne vais pas dire jouer un petit jeu, mais on va faire un petit exercice où nous allons avoir un portefeuille. Okay, donc constitué de BTC et d'autres classes d'actifs. On va utiliser des ETF et l'indice BTC. Et ici, en gros, nous allons jouer le côté backtest pour savoir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec ce portefeuille, donc là, depuis X temps. Et ça va nous permettre de déterminer pas mal d'éléments. La volatilité, la corrélation entre les différents actifs. Et bien, normalement,
les opportunités. Donc le risque que comporte le BTC par rapport à d'autres classes d'actifs, si on les mettait tous ensemble dans un portefeuille, et lorsque nous avons ces datas, qu'est-ce que nous faisons avec? Et vous voyez que c'est un point qui est super, super important. Donc on va faire pas mal d'éléments, donc optimisation de portefeuille, quels les critérions et allocation d'actifs, tout ça, ça va être super important. Donc des backtests et des optimisations. Lorsqu'on parle d'optimisation, ce sont pour des projections futures. Qu'est-ce qu'on attend du futur? Donc, on est en 2023, si on a le même portefeuille, comment est-ce qu'on peut le recalibrer afin d'extraire un maximum de jus, c'est-à-dire un maximum de retour? Est-ce qu'on a plus investir dans le BTC, plus dans le Nasdaq, plus dans les pays émergents, plus dans les semi-conducteurs? C'est ce qu'on va faire comme travail. Et vous voyez qu'une fois qu'on a les datas, nous pouvons voir tout cela et clairement comment nous interprétons ces datas. Vous voyez que c'est quelque chose de super, super important. Donc, savoir déjà avoir accès à l'information, la transformer en Intel. Mais une fois que nous avons cette information, il faut savoir la décoder, la déchiffrer, la décrypter et l'interpréter correctement. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, vous voyez déjà ce que nous venons de mettre en avant ici, vous voyez que c'est déjà quelque chose de très, très, très sophistiqué. Et n'oubliez pas, comme je dis toujours, aujourd'hui, nous ne sommes plus à une ère où il y a une asymétrie au niveau de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? Ici, qu'est-ce que j'entends par asymétrique? Il fut un temps, les 1% avaient toute l'information. Donc, on va dire les hedge fund managers, les banquiers d'investissement et tout ce bon monde, donc les 1%. Et les 99% n'avaient pas accès à l'information. Du moins, il fallait les payer, c'était très, très, très coûteux. Maintenant, nous sommes à l'ère de l'information et tout le monde a accès à l'information. Donc, il n'y a plus cette asymétrie au niveau de l'information, on joue à armes égales. Mais la clé, elle est où? La symétrie, maintenant, elle réside dans les processus. Qu'est-ce que tu fais avec ces datas? Maintenant, vous avez vu que tout est tech. Donc, il y a des méga entités, des méga hedge funds qui dépensent beaucoup d'argent pour, comment dirais-je, beaucoup d'argent pour des ressources technologiques. Donc, le traitement de ces datas et qu'est-ce qu'ils font avec. Et là, il y a un gros déficit au niveau des particuliers. Déjà, n'oubliez pas qu'eux ont déjà travaillé dans ce monde, donc ils savent clairement ce qui est fait au niveau des portefeuilles, au niveau du monde de l'investissement, et ils ont juste rajouté l'aspect tech, donc le machine learning et tout ce qui va avec. Mais avant même d'en arriver là, nous avons déjà des datas et nous pouvons faire quelque chose avec, peu importe le niveau, peu importe son niveau et peu importe les ressources que l'on a. Pourquoi? Les datas sont disponibles publiquement et gratuitement, dans 99% des cas. Il y a peut-être un petit pourcent où vous allez payer pour des datas, mais là, ce sont des softwares qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement et d'avoir l'information, on va dire, en temps réel. Donc là, c'est des services comme Bloomberg et d'autres services de data comme ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Bloomberg, on parle souvent des médias, mais Bloomberg est un terminal de big data. Donc vous avez l'historique des datas et vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Donc prendre le BTC et le comparer aux données du PIB depuis que les données du PIB ont été compilées et cataloguées. Donc voilà en gros ce que c'est. Mais vous pouvez faire exactement la même chose, mais on va dire gratuitement, mais ça va être beaucoup plus laborieux. Pourquoi? Parce qu'il faudra aller prendre les données du PIB, prendre les données du BTC, déjà trouver une bonne source de données et travailler avec. Donc là, c'est Excel ou Google Drive, enfin les fameuses feuilles de calcul. Mais là, rappelez-vous, il faut savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Et n'oubliez pas, c'est bien d'avoir tout ce système sophistiqué, mais pourquoi tu fais ça? Oui, la clé, c'est ça. Pourquoi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu es à un niveau où maintenant, tu vas devoir utiliser cela afin de dégager des gains de manière consistante dans tout ton parcours et ta carrière d'investisseur? Est-ce que ça a du sens? Vous voyez, ça, c'est un gros élément. Ici, nous mettons en avant l'éducation et l'information. Et pour nous, ça a du sens de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'on parle des marchés financiers, BTC maintenant est une classe d'actifs macro, nous avons besoin de ce genre d'éléments. Ça nous permet d'aller de l'avant. Tout ce travail avec les datas, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Risk management, allocation de capitaux, etc., etc. Donc, de la consistance à long terme. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous mettons cela en avant. Okay? Donc, il y a pas mal de choses, mais en gros, c'est là où nous en sommes en 2023. Okay? Maintenant, on va commencer par des points clés et il y a 4 points. Les 4 points, ils sont ici. Donc, pourquoi nous disons que Bitcoin est devenu macro maintenant? On va tenter de réfléchir sur ce point et apporter des éléments par rapport à cela. Donc là, des éléments de réponse par rapport à cela. Et les différents types d'approches au niveau du crypto market. Donc là, les différents cycles qu'il y a. Donc cycle BTC, donc rappelez-vous les cycles micro du BTC et les cycles macro, donc cycle économique, pas mal d'éléments comme ça. Troisième point, c'est les macro-micro-analyses, donc les outils, comme on en a parlé. Et quatrième point, c'est focus sur l'analyse Bitcoin avec des outils simples et des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués. Donc il y a pas mal d'éléments que l'on a là, mais clairement, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce qu'il y a, comment dirais-je, qu'est-ce qui a de l'importance, surtout maintenant? Okay, donc la grosse erreur, c'est quoi? Beaucoup parlent du Bitcoin tout simplement dans la sphère micro. Okay? Donc là, c'est la BTC. Mais ils ignorent ce qui se passe au niveau macro.
Et lorsqu'on parle au niveau macro, c'est le dollar. Le dollar qui est injecté dans des phases d'expansion économique, ce n'est pas le même dollar, ou du moins le dollar n'a pas la même utilité, enfin, quand je dis pas la même utilité, mais le même profil, pardon, lorsqu'on est dans des phases de contraction économique et des phases de récession. Et tout ça, ça impacte le BTC. Donc vous voyez que lorsque vous êtes uniquement axé BTC et crypto, vous opérez ici, mais vous oubliez la grande image, donc de big picture, comme on dit en anglais. Et tout ce qui se passe au niveau macro, bien évidemment que ça va impacter le BTC. Et vous voyez que maintenant, nous sommes dans une phase où c'est très macro et beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe au niveau du BTC. Ils disent, tiens, le H-rate continue d'être en expansion, il se passe ceci, cela, pourquoi le BTC n'a-t-il pas atteint les 100 000, les 200 000, les 500 000, etc. Parce qu'ils ignorent que le BTC maintenant est devenu macro. C'est le même dollar qui est utilisé pour investir dans Apple et dans le pétrole, c'est le même dollar qui est utilisé pour investir dans le BTC. Donc nous devons comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, nous rentrons dans le champ macro. Une fois que nous avons compris ce qui se passe au niveau du champ macro, il y a différentes sphères micro et nous voyons comment ce qui se passe au niveau macro impacte les différents segments de tout ce qui se passe au niveau micro. Donc micro, crypto market, micro, stock market, et là on peut subdiviser stock market US, stock market européen, stock market japonais, stock market chinois. On peut parler de marché financier en termes de différentes classes d'actifs, l'énergie, les métaux, métaux précieux, métaux industriels, etc. Donc vous voyez que c'est très 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 complexe. Maintenant le BTC c'est un segment, donc c'est une classe d'actifs en plus. Donc voilà en gros la complexité. Maintenant vous voyez qu'il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Donc vous comprenez parce qu'on parle d'organisation. Et avoir un schéma, et on va dire un segment, et une séquence, et un processus systématique. Okay, donc ça, ce sont les éléments qui sont super importants. Donc déjà ici, nous parlons déjà un langage qui est un peu plus avancé, et je donne pas mal de choses comme étant déjà acquises. Pourquoi? Parce que nous avons une méga galerie d'archives au GCTUM, et tout est là à votre disposition. Donc n'oubliez pas, autonome et indépendant, ça veut dire que vous devez être déterminé. Motivation, c'est pas assez. 1er janvier, tout le monde a ses résolutions, et je suis motivé, je vais faire ci, ça, non, c'est pas assez. Il faut être déterminé et discipliné. Okay, donc c'est un point clé. Il y a une grosse partie du travail que vous devez faire, et vous voyez que nous le faisons. Depuis qu'on a commencé à faire cela, du moins depuis mon apparition dans le monde francophone, vous avez vu l'organisation, vous avez vu la discipline, et vous avez vu la détermination. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de tâche de notre côté. La tâche, maintenant quand je dis pas de tâche, donc on va dire il n'y a pas d'erreur de notre côté. La clé, elle est chez vous. Et beaucoup abandonnent, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de très difficile. Oui, c'est un élément qui est super important. Et vous voyez que nous poussons toujours les limites. Pourquoi? Chaque fois que quelque chose se passe, je ne vais pas dire qu'on se réinvente, mais on passe au next level. Okay, donc il y a le côté scientifique, ce que nous faisons en matière d'analyse, et le côté créatif, comment aller de l'avant, rechercher, développer des nouvelles solutions, etc. Et bien évidemment offrir cela sous forme de service. Donc maintenant on y va, et on commence par le point numéro 1. Rappelez-vous nos 4 questions clés. Donc premièrement, pourquoi nous disons que le Bitcoin est macro maintenant? Tentons de répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, nous allons aller dans le champ d'opérateurs. Donc des opérateurs macro qui viennent de la finance traditionnelle et qui ont fait le pas pour entrer dans l'écosystème crypto, qui ont vu une opportunité et ils sont montés à bord du wagon d'innovation et d'expérimentation, et ils ont ramené leur savoir-faire et leur modus operandi de Wall Street, ils l'ont appliqué au crypto market. Donc là, ils ont commencé comme pionniers, donc là, il faut remonter à 2012, 2013, etc. Petit à petit, jusque, ils ont eu raison, 10 ans après. Et maintenant, rappelez-vous, ils ont déjà pris pas mal d'avance. Et maintenant, clairement, ils peuvent vous dire que BTC, c'est devenu quelque chose de macro. Vu qu'eux viennent du monde de la finance traditionnelle, ils savaient déjà c'était quoi opérer dans le monde macro. BTC, c'était juste un joujou en plus. Okay, donc tout simplement, c'est ça. Et ici, on va faire ça très rapidement. Nous commençons par CNBC, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et on a Kelly Evans, qui est une encore. Donc là, c'est une, qu'on dit encore, c'est A-N-C-H-O-R, une présentatrice de CNBC. Et elle parle de Crypto is the new macro. Et là, comme vous voyez là, c'était au 1er novembre 2021. Et clairement, qu'est-ce qui se passe? On a vu pas mal de ténors de Wall Street commencer à acquiescer et dire qu'en effet, c'est le cas. BTC maintenant est un actif macro. Donc on part de Morgan Stanley, comme elle cite, on part à JP Morgan, à Goldman Sachs et pas mal d'autres entités. Ils ont toutes commencé à publier des papiers et des rapports. Bloomberg aussi a commencé à suivre cela, mettre sur pied pas mal d'indices. Et nous voyons que quoi? Que Wall Street maintenant, il commence à recruter pas mal de personnes et d'analystes et investir dans des segments qui vont suivre le crypto market de très près. Et qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, BTC est devenu une classe d'actifs qui est reconnue, et donc BTC est rentré dans la grande famille des actifs macro, donc nous devons le suivre et le traiter comme tel. Donc ça, c'est un point qui est super important. Okay, donc là, comme vous le voyez ici, si nous prenons ce segment, donc crypto has become so successful, donc là, beaucoup de succès, that it is, in many ways, the new macro. Donc clairement, nous devons tenir compte du BTC dans nos métriques analytiques macro. Un exemple clé, vous voyez que BTC s'opère 7 sur 7, 24 sur 24 et tous les jours de l'an. Okay, donc on va dire 365 sur 365.
Ce qui fait que nous voyons comment les dollars rentrent et sortent tous les jours. Maintenant, en fonction des développements qu'il y a dans le monde, les banques centrales, l'inflation, le PIB, telle donnée économique a été publiée, vous voyez directement comment les investisseurs réagissent par rapport à cela. Donc là, lorsqu'on voit cela et que BTC est quelque chose qui opère 24 sur 24, 7 sur 7, tous les jours de l'an, ça devient un parfait indicateur. Et nous voyons le sentiment. Et pas lorsqu'il y a des développements où il y a un sentiment optimiste, nous voyons des dollars qui sont échangés et injectés dans l'actif clé, l'actif monte. Lorsqu'il y a du pessimisme, vous voyez comment les dollars sortent de cet actif et on a besoin du dollar comme étant un stock de valeur et nous voyons l'actif réévalué à la baisse et il baisse. Donc c'est un point qui est super important. Enfin, il baisse et il chute plutôt. Donc c'est un point qui est super important. Donc par rapport à cela, qu'est-ce que nous pouvons... la déduction est toute simple. BTC nous sert d'indicateur. Et voilà tout simplement ce que c'est. Maintenant qu'il y a beaucoup plus d'argent, que tout le monde le connaît, qu'il y a des indices ici et là, qu'il y a pas mal de produits dérivés clés, donc les futurs, les options et autres, voilà en gros ce à quoi nous sert le BTC. Donc là, c'est tout simplement la première déduction et la première affirmation. Donc BTC et macro. Rappelez-vous, c'est peut-être marqué crypto, mais moi je parle bien de BTC. Pourquoi? Parce que pour pouvoir parler de quelque chose comme étant un macro, n'oubliez pas, lorsqu'on parle à ce niveau-là, nous avons besoin de data qui doivent nous confirmer cela, qui doivent confirmer des corrélations. Et là, on y arrive, on va regarder ça dans quelques instants. Okay, donc crypto dans son ensemble, mais rappelez-vous que Bitcoin, c'est 40 à 50% de l'écosystème crypto. Donc lorsqu'il y a un dollar qui est injecté, 40 cents à 50 cents vont dans le BTC. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de poids. Il impacte beaucoup tout ce qui se passe au niveau crypto. Et un peu plus loin, nous allons faire la division, la différence entre BTC et les altcoins, un élément qui est super important. Okay, avec ça, nous poursuivons et nous avons pas mal de podcasts, comme vous voyez ici, de Breakdown avec NLW. Et donc là, c'est sponsorisé par Coindesk et d'autres entités. Et là, comme vous voyez là, Crypto is Macro Now. Et donc là, c'est un podcast et où il y a quelques temps, ça aussi, et où il y avait monsieur Raoul Pal qui était invité. Raoul Pal, c'est qui? C'est un ancien Goldman Sachs. Et c'est le fondateur de Global Macro Invest. Donc c'est un service d'analyse pour les investisseurs sophistiqués. Donc là, on peut dire ça comme ça pour les 1%, donc là, toutes ces méga clientèles. Et en gros, là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi, selon lui, BTC est devenu macro. Et lui, comme pas mal d'autres, c'est quelqu'un qui vient de la finance traditionnelle, donc de Goldman Sachs, qui opérait dans les services de hedge fund et tout ça. Donc là, le monde macro, etc. Lui et ses très bons amis, Mike Novogratz, Dan Morehead de Pantera Capital, etc. Clairement, c'était ses premiers investisseurs macro qui ont fait les premiers pas dans le monde crypto. Il y a belle lurette. En plus des venture capitalistes. Et clairement, ils le savent, ils le disent depuis pas mal de temps. Et maintenant, voilà, ça s'est matérialisé. Donc, en gros, lorsque vous écoutez ce qui se passe, vous écoutez les points qu'ils mettent en avant. Donc, le Bitcoin est macro. Vous voyez que crypto is macro now. Et spécifiquement, on parle du Bitcoin et le côté DeFi et pas mal d'autres éléments. Donc, encore une fois, vous voyez que pas mal d'éléments que vous pouvez suivre et ça vous permet de comprendre clairement ce qui se passe. Un autre élément maintenant, il y a... un Substack que vous voyez ici qui s'appelle Crypto is Macro Now. Et là, c'est quoi? C'est monsieur Noel Atkinson. C'est un ancien de finance traditionnelle et un ancien entrepreneur. Et il était managing director de recherche à Coindesk. Et aussi, c'était lui qui était la tête de l'intelligence de marché, c'est Genesis Trading. Genesis Trading, ça fait partie du groupe Digital Currency Group. Et c'était une entité de trading institutionnel. Donc un market maker, pourveur de liquidités, lending et tout ça pour les institutions. Et spécifiquement axé sur les cryptos. Ok, donc là, voilà, donc lui aussi, il a vu pas mal de choses. Ça fait belle lurette qui fait ça aussi. Et clairement, maintenant, il parle de tout cet aspect micro. Et comme il le dit ici, donc là, c'est la note introductive. Donc là, lorsque vous arrivez sur son Substack, il explique clairement ce qui se passe. Donc, il parle des développements au niveau du crypto market et de macroéconomie, très important. Et il voit ici l'évolution de ces marchés. Donc, c'est un élément qui est super important. Donc, il ne parle pas de mouvements à court terme. Il parle plutôt des développements à moyen terme et à long terme, vu que les données économiques sont publiées chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, etc. Et clairement, il voit comment tout est en train d'évoluer. Ok, donc c'est un élément qui est très important et comme il dit ici, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ces lectures, dans ces publications, il va en profondeur sur les aspects des marchés macro et comment c'est en train de toucher, c'est-à-dire transformer le crypto-écosystème, donc l'impact de la macro sur la micro. Donc vous voyez qu'en gros, c'est ce que j'ai mis en avant lorsque j'ai commencé la session. Donc tout ça, c'est super important. Et comme il dit, tiens, ça va nous mener où et on va aller où? Donc c'est la macro qui est en train d'impacter la micro, donc dans ce cas-ci, le crypto market. Donc tout ça, c'est bien connu. Ok. Mais maintenant, n'oubliez pas, vous avez besoin d'outils pour pouvoir arriver à ces conclusions.
Et les outils, c'est comme savoir analyser, interpréter, décrypter et déchiffrer correctement les données que vous avez, faire des corrélations entre les deux mondes et tirer des conclusions. Et lorsque vous pouvez le faire de manière indépendante et autonome, vous pouvez dire ah ah, maintenant vous savez comment déployer et mettre en avant des portefeuilles et peaufiner des stratégies trading par rapport à ça, donc trading ou investissement. Ok, donc c'est super important. Donc là, on a commencé par la première question. Vous avez vu que c'est quelque chose qui est bien connu, qui est connu, on va dire, dans cette sphère-là. Maintenant, nous, on vous apporte cet intel. Et deuxième point, maintenant, quels sont les différents types d'approches? Parce que lorsqu'on parle de crypto market, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on parle du Bitcoin market. Et ça, c'est un élément qui est super, super important. Et ici, les différentes approches aussi par rapport au cycle. Il n'y a pas qu'aussi c'est macro, maintenant, nous avons des macro-cycles. Les macro-cycles, on parle de cycle business, cycle économique, cycle de crédit. Donc, ce sont 3 points clés. Okay, donc rappelez-vous, le cycle de crédit, ça rentre dans le champ des banques centrales parce que c'est elles qui facilitent le crédit avec les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont hauts, vous voyez que c'est la fin d'un cycle, donc fin de l'expansion, on rentre en phase de contraction et pourquoi pas de récession. Lorsque les conditions de crédit sont optimales, donc taux d'intérêt super bas, là ça va favoriser une expansion économique. Et comment ça se répercute sur les marchés? Bull market ou bear market. Okay, donc expansion égale bull market, contraction égale bear market et récession égale bear market aggravé. Et avec ça, rappelez-vous l'accès au crédit pour faire pas mal d'éléments. Innover, mettre sur pied des compagnies, investir dans des startups et aussi investir. Donc rappelez-vous, le taux d'intérêt, c'est corrélé, on va dire quoi, aux dérivés. Donc le taux d'intérêt que l'on paye pour avoir accès à des dérivés. N'oubliez pas que c'est un crédit lorsque vous opérez. Donc ce n'est pas la même chose opérer lorsque les taux d'intérêt sont bas et lorsque les taux d'intérêt sont hauts. Donc vous voyez aussi qu'il y a moins d'opérations qui sont faites. Et au niveau des venture capitalistes, il y a moins d'argent qui est levé. Rappelez-vous que le venture capital, on en a besoin parce que c'est ceux qui financent les startups et les entités à haut risque. Donc tous ceux qui innovent et tous ceux qui expérimentent, comme ce que nous voyons au niveau du crypto market. Donc c'est super, super important de comprendre tout cela. Et donc il y a différents types d'approches selon les cycles et évidemment aussi selon les différentes catégories à laquelle nous faisons face ou à laquelle nous voulons être exposés. Donc c'est un point qui est super important de définir tout cela. Donc ici, petit rappel tout simple, donc un peu d'éducation, c'est quoi les cycles? Donc vous voyez ici le business cycle, rappelez-vous, je vous ai parlé du cycle de business, etc. etc. Donc vous avez vu que vous avez les phases d'expansion, rappelez-vous expansion du PIB, ça c'est dans le temps, donc ça peut durer 4 ans. Dernièrement, on a eu un cycle de 10-11 ans, donc de 2009 à 2020, et vous voyez qu'avec ces phases d'expansion, pic, contraction, etc. Donc vous voyez ici l'expansion, tac, 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 donc ça fait une sorte de A, B, C, D, on atteint le pic, ensuite la contraction, through, donc là ça peut être la récession, et ensuite on est reparti, donc vous voyez que ça fait ça, on a une tendance à la hausse. Et si vous superposez un graphe du BTC, donc depuis sa création, on va dire 2009 ou 2010, jusqu'à maintenant, vous allez voir que ça suit parfaitement cela. Donc là, c'est le fameux cycle business. Mais avec ça, comme j'ai expliqué, il y a des cycles de crédit et pas mal d'autres éléments. Pourquoi? Parce que dans une phase d'expansion économique, les taux d'intérêt seront proches de zéro. Dans un cycle où on atteint un pic, vous voyez que les taux d'intérêt vont monter, atteindre les 4 à 5%. Donc vous voyez clairement ce que ça fait. Et donc un arbitre clé, c'est les banques centrales qui marquent les temps. Donc là, vous m'entendez parler de cela au quotidien lorsque nous faisons les fameux pro-markets. Donc ceux d'entre vous qui êtes venus uniquement pour le crypto-market, songez et pensez à intégrer le pro-market aussi, ça vous apporter pas mal d'intel, vu que c'est là que nous suivons ces éléments macro, micro et portefeuille au quotidien. Ok, donc c'est un point qui est super important. Les sessions que nous faisons ici, ce sont des récap, des constats et des perspectives, et on va un peu plus en profondeur dans l'analyse, mais sur base mensuelle, donc avec une vision long terme. Okay, donc c'est un point qui est super important. Donc ici, vous le voyez, subdivisé donc un peu plus petit, on voit exactement que les phases d'expansion, c'est en corrélation positive avec un bull market. Le pic, et ensuite vous voyez qu'il y a les récessions, donc rappelez-vous pic, contraction, récession, vous voyez que c'est accompagné par des bear markets. Et donc vous comprenez exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Maintenant vous voyez qu'on parle de récession, donc nous sommes dans une phase où on atteint un pic, on est rentré dans une phase de contraction, et ça peut s'aggraver, on peut plonger en récession. Donc maintenant que vous voyez qu'il y a une corrélation entre les bull market et bear market, lorsqu'on parle des cryptos, nous parlons de crypto winter. Comment voulez-vous que le BTC soit super haussier? Vu que n'oubliez pas, je vous ai parlé de cycle de crédit aussi. Donc vous voyez que clairement, le crypto market n'évolue pas. Maintenant, nous avons des entités qui sont publiques qui mettent sur pied l'infrastructure crypto. Nous avons les mineurs, des exchanges comme Coinbase, des entités comme Robinhood et autres qui nous apportent des datas. Et on a bien vu, selon les commentaires de ces entités, que maintenant, vu que on est dans une phase de contraction économique, qu'au niveau macro, c'est compliqué, les clients ont abandonné la plateforme, ou du moins sont inactifs, donc ils n'opèrent pas, ils ne traitent pas. Donc il n'y a pas de revenus pour ces entités. Donc rappelez-vous que là aussi, le fait d'avoir ces entités publiques, régulées, etc., ça donne accès à pas mal de data, et nous voyons ce qui se passe. Eux sont exposés à leurs clients au quotidien, ils voient les opérations, ils voient clairement que non, les clients n'opèrent pas, et lorsqu'ils font des sondages, etc., les clients disent, tiens, l'environnement économique, ceci, cela, l'inflation, je ne sais pas si je vais maintenir mon emploi, donc je vais moins opérer, etc.
Donc rappelez-vous, tout ça, ça rentre aussi dans le champ de l'économie comportementale et pas mal d'éléments clés. Vous entendez souvent parler du fameux wealth effect. Donc voilà en gros ce que c'est. Dans une phase d'expansion, on est pro-investissement, tout monte, je me sens riche, j'ai un emploi, j'opère dans le BTC, et dans une phase de contraction, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, je protège ce que j'ai. Donc là, je veux des stocks de valeur et des valeurs refuges. Donc je demande du dollar. J'échange mes actifs à rente variable contre quelque chose de stable. Donc j'échange mon BTC, ma participation dans le Nasdaq, et je me maintiens en cash. Et vous voyez que maintenant que BTC est macro, ce qui se passe au niveau micro BTC, oui, le hash rate, oui, le nombre de wallets, oui, BTC qui peut atteindre les 500 000, ça n'a pas d'impact maintenant. Vous voyez que ce qui impacte le BTC, c'est macro. Vous voyez que ça, c'est un point qui est super important. Donc, vous voyez maintenant pourquoi vous devez vous sophistiquer. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, moi aussi, beaucoup de slogans. Ouais, BTC, c'est non corrélé à la macro, ceci, cela, ça va exploser, etc., etc. Bon, voilà, maintenant, on en est où? Rappelez-vous que la seule vérité factuelle, incontestable, c'est le prix du BTC maintenant. Il en est où? Anti-inflation, caca, poubelle. 500 000 maintenant, oui, peut-être dans le futur, mais pas maintenant. Maintenant, c'est la macro qui règne. Point. Indiscutable, incontestable. Parce que ça, c'est factuel. Et on le voit maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux investir à long terme? Moi-même, je le fais, mais je sais exactement ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, donc je ne tombe pas dans ces pièges-là. Okay, donc c'est un point qui est super important. Vous avez vu, et j'ai souvent expliqué cela au quotidien, que beaucoup de particuliers sont victimes de ce qu'on appelle en anglais la information cascade. En gros, c'est quoi? Nous dépendons d'une figure, gourou expert qui est au sommet de la pyramide, qui détient toutes les connaissances. Okay, donc on va dire, lui, c'est l'illuminé. Et ici, nous avons les masses, donc on va dire que c'est un individu, et nous avons les masses, les 99% qui dépendent de l'intelligence de cet individu. Et ils se disent, tiens, nous, on ne va pas faire le travail. Pourquoi? Parce que lui, il en sait plus que nous. Et là, clairement, ça, nous, on est 100% contre cela. N'oubliez pas que le slogan clé ici, c'est quoi? Indépendance et autonome. Vous devez vous élever et vous devenir cet individu. Pourquoi? Parce que vous êtes à la tête de vos capitaux. Et ici, maintenant, lorsque vous venez ici, dans une communauté comme le Jessitume, là, je me définis comme étant une communauté, on va dire, de personnes qui sont ultra déterminées, disciplinées et organisées, nous partageons l'info. C'est un élément qui est super important. Donc, nous apportons cela sous forme de service. Vu qu'ici, on a le côté information, nous avons le côté éducation, et ici, bien vraiment, vu les appointants, ce que nous avons des personnes en industrie, l'expérience de nos collaborateurs, etc., ce sont des éléments qu'on peut apporter au grand public, vu que beaucoup ne sont pas exposés à ce genre de personnages. Enfin, de personnes ou d'individus. Et donc là, ça, c'est notre cas à nous. Donc là, nous pouvons apporter cela sous forme de service. C'est un point clé. Parce que regardez Bloomberg du matin au soir, vous n'avez pas capté grand-chose. Okay? Il faut décortiquer tout cela. Et vous voyez que c'est très répétitif. On parle souvent de pas mal d'éléments de la même chose. Il y a une lecture du PIB par mois. Donc c'est publié un certain jour du mois. Et après, durant tout le mois, on parle de cela. La Fed, il y a un FOMC par mois. Après, on parle de ça tous les jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément le plus important? Nous, on met de l'ordre dans tout ça. Et nous stratégions, nous brainstormons, comme j'aime bien le dire, autour de tout cela, et ça permet à tout le monde de comprendre en un format concis, donc une publication quotidienne de 1h, 1h30, grand max. Et vu que ça, c'est l'info qu'on apporte, mais vous devez faire le travail. Donc j'insiste beaucoup sur ce point-là. Okay? Donc voilà. Donc ça sont des éléments clés. On devait comprendre maintenant comment le BTC évolue dans tous ces cycles. Mais pas maintenant, nous avons assez de données, on a pas mal d'historique du prix du BTC et on peut voir comment il a réagi par rapport à cela. Et nous pouvons faire des cross-références avec des données économiques et voir clairement ce qui se passe. Dans le but de quoi? De prédire l'avenir, de nous projeter dans le futur. Okay? Donc avec ça, vous voyez les différents cycles. Rappelez-vous, l'économie et la finance comportementale nous montrent cela. Donc là, c'est Mike Maloney qui fait cela et il met en avant les métaux précieux, mais pensez à toute classe d'actifs. Donc dans une phase de peur, tout est en train de chuter. Vous comprenez que le stocks, real estate, et le crypto aussi c'est en train de chuter. Lorsqu'il parle de métaux précieux, ce sont tous éléments stock de valeur et valeur refuge. Mais rappelez-vous que ces éléments sont vendus aussi. Pourquoi? Parce que ces éléments sont utilisés pour financer les opérations. Donc à un moment donné, lorsqu'il y a une phase baissière, vous devez repayer vos crédits et quoi que ce soit. Donc vous devez revendre ces éléments-là parce que vous allez avoir besoin du cash. Vous voyez, ce sont des stocks de valeur, etc. Vous devez revendre ce cash, etc. Donc c'est un point qui est super important. Donc là, ce sont dans les phases de peur, voilà ce qui arrive. Dans les phases greed, vous voyez que là, il y a l'optimisme, l'euphorie, etc. Et tout est en train de monter. Donc stocks, real estate, et vous pouvez rajouter les cryptos ici. Donc c'est un élément qui est super important. Et vous voyez comment nous fluctuons entre ces deux phases. Maintenant, ça, ici, vous devez mettre ça en relation avec les différents cycles. Okay. Donc là, ce sont les cycles tels qu'ils sont, et ça, c'est l'aspect psychologique de tous ces cycles. Okay. Ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, ici, il faut définir c'est quoi un bull market. Donc, vous avez vu les cycles économiques, expansion, pic, contraction, récession, et un bull market, c'est quoi? Tout simplement, le bull market, lorsque tout est haussier, on voit que cette classe d'actifs, principalement tout ce qui se passe au niveau des marchés financiers, donc actifs à rente variable, vous voyez que tout est en train de monter. Cela, bien évidemment, c'est axé sur le stock market, donc les compagnies.
vu que ce sont les compagnies qui produisent les biens et services que nous consommons au quotidien. Donc, elles ont beaucoup de data. Ce sont des indicateurs clés de la santé économique. Et ces entités-là, si l'économie est en expansion, c'est la future expansion, donc leur futur bénéfice. Futur bénéfice basé sur quoi? Sur nos patrons de consommation et comment nous allons continuer à consommer durant 4 à 5 ans. Donc là, on peut déduire que tous les actifs vont monter. Un élément qui est super, super important. Et donc ici, si on intègre le BTC dans le fameux bull market, avec tout cela, on s'attend à ce que le prix du BTC monte. Et n'oubliez pas aussi, c'est quoi? Les compagnies qui mettent sur pied son infrastructure vont pouvoir avoir accès à du crédit. Rappelez-vous, cycle de crédit bas pour pouvoir financer leur expansion et offrir de meilleurs services à leur clientèle. Et les clients aussi se sentent bien, ils viennent et ils opèrent dans Coinbase, Robinhood, et les mineurs peuvent continuer à sécuriser l'infrastructure BTC, enfin la blockchain BTC, etc. Ça sont des points qui sont super importants. Et vous voyez que ça, c'est corrélé à quoi? Aux indicateurs économiques. Donc là, nous parlons ici d'un fameux bull market, et le contraire, c'est un bear market. Et donc, vous voyez ici, au niveau du bear market, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau des indicateurs économiques, on a quoi? On parle de low employment, donc le taux de chômage monte. Disposable income, rappelez-vous, tiens, je n'ai plus assez d'argent, je ne sais pas si je vais avoir mon emploi, donc je me mets en mode épargne, et en mode serrer la ceinture. Il y a un déclin au niveau des profits des business. Donc, rappelez-vous, Coinbase, le grand public ne traite plus. Moins de commissions, moins de revenus pour Coinbase. Tout simplement, c'est ça. Existence of several new trading laws and forth. Donc, en gros, c'est quoi? Les patrons baissiers au niveau du stock market. Et le short selling augmente. Donc, on utilise des put options et on short les actifs ou tout simplement non-participation. Je revends mon BTC, je revends mon Apple et je me maintiens en cash. Et d'un autre côté, les gouvernements qui réagissent aussi. Donc, il dit gouvernement, il y a des institutions comme la trésorerie, tiens, on va couper les taxes, on va faire ceci, cela. Et l'acteur clé, c'est la Fed qui met en avant pas mal de politiques monétaires afin de limiter la casse. Ou dans le cas dans lequel nous sommes maintenant en 2023, c'est provoquer une récession pour lutter contre l'inflation. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pas super, super haussier. Et maintenant, nous sommes dans cette phase bear market. Donc, maintenant, déjà, avec ce que vous savez ici, comment est-ce que le BTC va nous sauver, va être l'actif clé? Donc, vous voyez que maintenant qu'il est macro, il est impacté par tous ces éléments-là. Surtout le dollar qui est injecté et le dollar, on va dire, qui est investi dans le crypto market. Maintenant, vous avez vu que ce dollar, il ne tombe pas du ciel. Il est dans les mains des institutions et du grand public. Et ici, vous voyez que ce n'est pas un dollar qui est pro-investissement. Donc, peu importe ce qu'on dit, les espérances du BTC, ceci, cela, la réalité, c'est ce que nous vivons maintenant. Il y a une psychologie, et cette psychologie provient de qui? D'humains. Donc, vous, moi. Et là, ces patrons, nous les voyons, ça fait déjà pas mal de temps qu'on les voit. Et avec ça, nous pouvons faire le parallèle avec pas mal de stratégies de trading et l'historique des marchés financiers. Donc, vous voyez que tout ça, c'est un élément qui est important de savoir cela. Et vous comprenez ce qui se passe. OK? Donc, avec ça, maintenant, que vous avez compris les cycles économiques, cycles de crédit, ceci, donc rappelez-vous, nous ne faisons qu'une présentation, mais n'oubliez pas, soyez disciplinés, soyez déterminés et soyez organisés. Comme moi, je l'ai fait lorsque j'ai commencé. Lorsque vous entendez pas mal d'éléments comme ça, allez faire des travaux de recherche. Et comme je dis, nous avons une galerie où on vous a mis sur les bons rails pour ces recherches. Donc, on a présenté des bouquins, ceci, cela, qui vont permettre de comprendre cela en profondeur. Okay, donc ici, nous présentons, donc on passons en diagonale, évidemment, j'apporte quelques points, on va dire, j'ouvre quelques parenthèses afin d'expliquer brièvement ce que c'est. Sachant aussi que nous le faisons au quotidien au niveau des pro-markets, donc voilà, là, la balle est dans votre camp. Maintenant, nous avons vu ce qui se passe au niveau de ces cycles économiques, nous avons compris c'est quoi, bull, bear market, expansion, contraction, etc. Comment opèrent maintenant des institutions à ce niveau-là? Vous avez vu qu'elles savent maintenant que le BTC est macro, mais comment ces institutions opèrent? Et ici, nous avons quoi? Nous avons Panthera Capital, créé par Dan Morehead, ancien Goldman Sachs, on va revenir sur lui dans quelques instants. Et vous voyez ici, First US Institutional Asset Manager focused exclusively on blockchain technology, donc 100% axé sur les crypto markets. Mais Panthera Capital, ça existe depuis pas mal de temps. Donc, vous voyez qu'ils ont 4 milliards 100 millions d'actifs sous gestion. Ils ont 3 stratégies au niveau de leurs fonds. Ils ont leader au niveau des blockchain funds. Donc, ils étaient les leaders de 75% de deals dernièrement, sans investissement au niveau du venture. Donc, on entend déjà pas mal de terminologie. On se dit, tiens, ça veut dire quoi tout ça? 110 early stage token investment. Super important ce que vous venez de voir ici, ce qu'on vient d'entendre là. Donc, ça, super important, je reviendrai dessus. Lorsqu'on parle de token, rappelez-vous qu'il y a une différence entre le BTC et on va dire les alts. Donc, très important ici, les altcoins et ça. Donc, très important ce que vous voyez là. On va y arriver dans quelques instants. Et 37%, donc 37% d'investissements qui sont faits en dehors des US. Donc là, vous voyez qu'ils financent l'infrastructure crypto partout dans le monde. Et ici, Involved from the start. Donc, clairement, on vous dit que Panthera Capital a été créé déjà depuis pas mal de temps. Donc là, depuis 2013, ils ont commencé avec leur fonds crypto. Mais c'est créé par qui?
Tiger Management et Macro Trading CFO, Dan Morehead, et c'était aussi un ancien Goldman Sachs. Ceux qui connaissent le monde de la finance, Tiger Management, c'est une grosse entité. Ça a formé pas mal de ténors de hedge funds et Goldman Sachs aussi. Donc, c'est pas n'importe qui a formé cela. Maintenant, ça c'est le personnage, on voit le calibre de l'entité. Et maintenant, quelles sont les stratégies qu'ils ont? N'oubliez pas, il y a différents types de profils, différentes stratégies. Ils ont un venture equity. Equity, ça veut dire participation. Donc là, nous parlons de compagnie. Nous avons le early stage token. Donc là, c'est du venture aussi. Donc venture, ça veut dire déjà haut risque. Donc haut risque, nous prenons des parts dans des compagnies à haut risque. Ces compagnies sont expérimentales et elles veulent innover. Donc ça, c'est ce que font les venture capitalistes. Vous avez entendu le mot venture capitaliste, allez rechercher ce que c'est. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais allez rechercher ce que c'est. Early stage token, on voit qu'ils investissent dans pas mal de jetons. Donc là, nous comprenons les altcoins. Et vous voyez ici, pas les compagnies, mais les jetons directement. Parce qu'il y a des compagnies qui sont derrière, donc des studios de développement, mais ils investissent dans les jetons. Donc early stage, très important. Et liquid tokens. Donc vous voyez ici qu'il y a une différence entre les jetons et les liquid tokens. Donc BTC, c'est un jeton qui est liquide. Voilà, parce que lorsqu'on parle du Bitcoin, nous parlons du Bitcoin Liquid Index. Et des tokens, donc là c'est principalement ce que vous avez au-delà du milliard de market cap, avec une infrastructure assez développée, donc des futurs et des options, etc. Mais ici, principalement, lorsqu'on parle de liquid tokens, avec les vues de Wall Street, c'est principalement Bitcoin, Ethereum, mais surtout Bitcoin. Et early stage tokens, ce sont des projets comme Aptos, c'est des projets qui se lancent. Avant que le jeton soit lancé au grand public, eux ont accès à des ventes privées. Donc après, comprenez la mécanique, qu'est-ce qui se passe lorsque ce projet est listé sur un exchange, qui est en train de liquider les venture capitalistes. Je vais expliquer ça rapidement. Les venture capitalistes, c'est un véhicule d'investissement qui est illiquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu investis dans une entité en 2013, Brian Armstrong qui crée Coinbase, c'est pas liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas échanger les parts au quotidien. La seule façon d'échanger des parts, c'est en marché privé, en peer-to-peer, etc. Mais là, encore une fois, il y a très peu de liquide. Donc là, il faut avoir accès à du crédit, pas mal d'éléments et faire pas mal de bric-brac afin de pouvoir liquider tes participations. Le mécanisme de liquidité pour les venture capitalistes, lorsqu'ils investissent dans une startup, c'est la sortie en bourse. Et là, c'était un méga événement de liquidité. Donc là, ils étaient dedans depuis 2013, ça valait 0 cents ou 1 cent. Ça se rembourse, ça vaut 200, 300, 400, 500 dollars, peu importe. C'est comme ça qu'ils peuvent liquider pas mal d'éléments. Ça, c'est avec les parts de compagnie. Maintenant, vous avez vu qu'avec les cryptos, ça traite 24 sur 24, 7 sur 7. Tu peux participer à un projet et 3-6 mois après, le projet est listé sur un exchange. Après, il y a la campagne de pump and dump qui se passe. Enfin, j'appelle ça pump and dump, mais c'est ce que c'est. Clairement, ils peuvent liquider leurs jetons très rapidement. Donc maintenant, vous comprenez, il y a eu beaucoup de critiques. Lorsqu'on parlait des altcoins, on disait que les altcoins, c'était clairement la chasse gardée des venture capitalistes. Et maintenant, ils ont trouvé un mécanisme pour pouvoir liquider leurs jetons bien plus rapidement. C'est ce que nous voyons ici. Et ensuite, vous avez les jetons qui sont bien plus liquides, donc des jetons comme Bitcoin, Ethereum et d'autres jetons qui sont fort tradés, qui sont super connus, et donc là, il y a pas mal de liquidité. Et donc là, ça veut dire quoi aussi? Au plus un jeton devient liquide, au moins il est volatile. Et au moins un jeton est liquide, au plus il est volatile. Donc, il n'y a pas la volatilité, c'est ce qui vous permet de faire de l'argent. Comme ici, tu as investi dans Coinbase parce que ça valait 1 cent, ça se rembourse avec 200, ça a atteint un pic de 430 durant la session, tu as fait un méga coup. Et avec les jetons altcoin, surtout les jetons early stage et les jetons les plus spéculatifs, c'est ce que tu peux faire. Et les jetons maintenant qui sont liquides, vous voyez qu'ils ont moins de volatilité, vous le voyez au quotidien. Lorsque vous comparez la volatilité des Ethereum avec celle de Aptos ou de je ne sais quel autre jeton, vous voyez que ça n'a rien à voir. Même si Ethereum, ça peut être 10, 15, 20%, d'autres jetons peuvent prendre 100% en une journée. On voit que cette journée-là, pour le BTC, tout ça, c'est passé. Donc c'est super important de comprendre cela. Vous voyez que maintenant, à travers le prisme de la vision et de stratégie d'un venture capitalist fund, vous comprenez ce que c'est. Maintenant, lorsque vous voyez cette entité, vous voyez que cette entité est un hybride. Ils jouent à la fois le venture capital, hedge fund, market maker, ils font pas mal d'éléments. Et là, maintenant, vous avez vu comment le BTC et les participants de ce marché, comment ils ont évolué. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si nous avons des participants aussi sophistiqués, ça change la structure du marché, la manière d'approcher le marché, et vous voyez qu'ils ont bien subdivisé tout cela. Poursuivons ici, et on va en savoir un peu plus sur Pantera Capital et le fondateur, Dan Morehead. Vous voyez que c'est lui qui a fondé cela, donc là on va se focaliser sur lui. Donc rappelez-vous, c'est très important aussi de comprendre et de savoir qui ils sont. Vous voyez que c'est un exercice que nous faisons tout le temps. Dès que nous savons qu'il y a un acteur clé qui rentre dans un écosystème, il est très important de savoir qui c'est, de déterminer les acteurs clés, donc ceux par rapport à leur historique, donc là, qui étaient là depuis pas mal de temps, mais les acteurs qui ont un gros poids sur cet écosystème, il est super important de savoir qui c'est. Comme ça, vous pouvez en apprendre pas mal. Vous voyez les stratégies qu'ils sont en train d'adopter et d'utiliser, et vous voyez comment ça impacte les marchés. Okay, donc c'est un point clé. Vous avez vu que maintenant, les particuliers ne sont plus trop là. C'est plutôt ceux qui expérimentent avec les blockchains, donc les développeurs et d'autres entités, et les institutions qui sont là, surtout des institutions spécifiques crypto.
par les gros ténors de Wall Street. Ils sont là à tâtons, donc ils viennent tâtonner petit à petit, ils rentrent dedans petit à petit. Donc ici, vous voyez que Dan Morehead a fondé Pantera Capital en 2003. Donc il avait plus ou moins 1 milliard de dollars de fonds institutionnels et avec une stratégie globale macro. Et après, depuis 2013, ils ont évolué et maintenant ils sont rentrés dans l'écosystème crypto et ils ont transformé Pantera Capital en un fonds 100%, enfin asset manager 100% axé sur les cryptos. Vous avez vu qu'il a commencé à Goldman Sachs comme le premier asset-backed securities trader. Donc là, rappelez-vous, donc c'est un trader macro. Et ensuite, il est passé à Tiger Management, une entité qui est très importante. Et une de ces personnes, c'est Julian Robertson. Il est mort dernièrement. Et c'est lui qui a formé beaucoup de méga macro traders. Donc, vous voyez que c'est super important de comprendre cela. Un exemple clé, je crois que le Avalabs, leur président, donc John Hu, lui aussi c'est un des pupilles, un alumni de Tiger Management. Et lui aussi, bon voilà, il venait du monde des hedge funds et tout ça. Donc oui, c'est super important de comprendre tous ces noms. Et vous avez remarqué que pas mal d'entre eux, donc ces anciens de Wall Street, ont intégré pas mal d'opérations et de compagnies crypto. J'ai fait un Global Blockchain Research où je crois que j'ai pris le top 20 ou le top 50 des pupilles de Wall Street et montré clairement tout ce qu'ils ont fait. Normalement, c'était fait en 2019, je pense, ou 2020, 2021. On ne l'a pas actualisé depuis, mais vous avez déjà un grand nombre de tous ces noms qui étaient là. Vous êtes étonné de voir le nombre de pupilles et alumni de Wall Street qui ont créé pas mal d'entités crypto, que ce soit déjà crypto eux-mêmes, donc là, les projets crypto, et des institutions qui opèrent dans les cryptos, etc. Okay, donc voilà, donc là, c'est très important de savoir qui il est. Déterminons un peu les stratégies qu'ils utilisent. Et vous voyez qu'on parlait de 3, mais ils ont 5 stratégies au total. Donc, ils ont le Pantera Fund 5, c'est ce qu'ils ont lancé dernièrement. Donc, Hand Fund, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la liquidité pour ce fonds, ce sera à la fin du fonds. Donc, tu opères et tes fonds sont bloqués dans le fonds jusqu'au jour où ils vont quoi? Ils vont liquider le fonds. Et vous voyez qu'ils ont quoi? Si nous zoomons, vous voyez les différents fonds dans lesquels, enfin les différents actifs dans lesquels ils opèrent. Vous voyez ici Venture Equity. Donc vous comprenez que ce sont des compagnies financées des startups. Early Stage Tokens. Donc là, rappelez-vous les jetons avant qu'ils ne sortent, disponibles au grand public. Donc là sur des exchanges. Et Liquid Tokens. Donc ils investissent dans des jetons beaucoup plus liquides. Ensuite, ils ont Liquid Token Funds. Donc là, liquidité quarterly. Donc tu peux liquider ça tous les 3 mois. Et Asset, c'est quoi? Publicly Traded Tokens. Donc là, ce sont les tokens, donc les jetons qui sont déjà disponibles dans les exchanges. OK? Ensuite, vous avez quoi? Donc, c'est très important de définir toutes ces différentes stratégies. Parce que vous voyez que tous ces intervenants, vous voyez qu'ils font bouger les marchés à différentes périodes. Vous voyez ici quarterly, donc là, s'il y a plein de fonds comme cela et ils ont beaucoup d'argent, attendez-vous à ce que tous les trimestres, il y ait des méga mouvements. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité. Ça veut dire que, tiens, je veux liquider mes parts. Pour liquider mes parts, ils doivent revendre les jetons et me donner du cash. Ou bien, eux, lever du cash, rappelez-vous, sous forme de crédit, afin de me donner de la liquidité. Mais n'oubliez pas, maintenant, vous comprenez ce que c'est que le cycle de crédit. Ce qui fait que maintenant, est-ce que vaut mieux qu'on liquide les jetons et qu'on redonne de l'argent à Serge, ou on va prendre de l'argent, emprunter de l'argent, mais maintenant les taux d'intérêt sont plus hauts. Est-ce que ça vaut le coup? Non, donc ça vaut le coup de quoi? De liquider les jetons et redonner du cash à Serge. Si maintenant nous serons dans une phase d'expansion économique et les taux d'intérêt sont de 0%, ah bah tiens, Serge, on peut nous emprunter de l'argent à 0% de taux d'intérêt et redonner de l'argent à Serge et nous maintenons les jetons dans les marchés parce qu'il y a déjà un certain retour qui est fait. Donc maintenant, vous voyez comment tout ça, ça impacte les crypto-markets. Rappelez-vous qu'au niveau du stock market, nous le voyons. Nous avons les liquidations trimestrielles, donc les rebalancements et recalibrations de portefeuille, qui sont dues à quoi? Les échéances d'options, de futurs et pas mal d'événements. Nous avons ce phénomène se produit tous les mois, et nous avons les méga phénomènes qu'on appelle les triple witching. Donc c'est la liquidation d'options pour pas mal d'éléments, et là c'est quoi? Ce sont des gros chocs de liquidité. Maintenant, imaginez-vous ça dans une phase où il y a de la volatilité et une phase où il y a moins de liquidité parce que les banques centrales font X, Y, Z choses. Donc ça, c'est violent comment ça impacte les marchés. Maintenant, vous voyez que les participants du crypto market ne pensent pas à cela. Pour eux, c'est Bitcoin va aller to the moon, mais ils oublient ce qui se passe à court terme et à moyen terme. Et comment le fait qu'on ait des acteurs sophistiqués qui intègrent, qui ont rejoint cet écosystème, comment ça change toute la dynamique. Donc maintenant, nous devons être aware de cela et nous aussi nous adapter à tout cela. Okay, donc vous comprenez que c'est super important. Donc ici, vous voyez qu'ils ont des liquid token funds, et vous voyez là, c'est un fonds qui est liquidé de manière trimestrielle, et ils opèrent dans les jetons qui sont publics. Ils ont le early stage token fund, donc là, liquidité trimestrielle, et asset, c'est quoi? Private investments in token project prior to launch. Donc vous voyez que clairement, c'est quoi? Pensez à Aptos, ils étaient déjà investis dedans avant que le jeton ne soit, ne soit mis en avant dans les exchanges. Et vous voyez que c'est quoi? Venture style model. Donc clairement, c'est quoi? Au risque. Donc ça veut dire quoi? Au risque, sur 10 projets, ils s'attendent à ce que 1 devienne un Aptos, et donc 1, donc c'est 10%, et 90% des projets restants, caca à la poubelle.
Et c'est ce projet qui va faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de pourcents. Donc ça, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils sont en train d'opérer. Et donc vous voyez qu'en dehors du Bitcoin et des projets liquides, tout le reste, c'est du venture. Je dirais même que Ethereum, tout ça, ça reste encore du venture. Pourquoi? Vitalik Buterin vous le dit tout le temps. C'est expérimental, on peut exploser à tout moment. C'est un point qui est super important. Donc vous voyez que la manière d'injecter des capitaux, c'est des capitaux venture qu'on injecte dedans. C'est pas comme Apple. Apple, c'est plus du venture. Apple est une entité qui a des débouchés économiques et commerciaux palpables, factuels, et on le voit tout le temps. Les iPhones sont là, c'est un produit clé. Au niveau des cryptos, nous n'avons rien. Nous n'avons que c'est de l'innovation et on est en train d'expérimenter avec cela. Et bien, moi, rappelez-vous, vu que c'est liquide, tout le monde maintenant peut y participer. Mais rappelez-vous, avez-vous la bonne casquette lorsque vous participez à cela? Oui, c'est un élément qui est très important. Vous voyez que c'est du venture, ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est du haut risque. Et donc, n'oubliez pas qu'eux ont accès à ces jetons avant qu'ils soient listés. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? N'oubliez pas ce qu'on a commenté. Lorsque c'est listé 24 sur, enfin, lorsque c'est listé, pardon, et que ça trade 24 sur 24, 7 sur 7, etc. Ça, c'est le jardin d'Éden, c'est le paradis pour les venture capitalistes. Pourquoi? Ils ont accès à de la liquidité tout le temps. Et c'est qui apporte la liquidité? Le grand public. Vous voyez, donc c'est super important de comprendre la structure d'un marché. Donc comprendre ce qu'il y a sous le capot. Là, c'est vidéo module consulting basique, matrice financière, comme j'ai appelé cela. Module 2, si je me souviens bien. Okay, donc ça, c'est à votre disposition. Allez et regardez cela. Vous voyez que ce qui a été ancienné là, clairement, ça vous sert aujourd'hui en 2023. Alors, on a fait ça en 2016, ou je ne sais plus en quelle année j'avais fait ça. Vu que j'ai fait la version anglaise, espagnole, la dernière version, c'est la version francophone. Oui, je crois que c'est 2016-2017. Et vous voyez que ça sert toujours aujourd'hui de comprendre cela. Okay. Pourquoi? Vous ne comprenez pas et vous ne savez pas qui sont les participants dans ce marché. Et vous voyez qu'ils ont différentes stratégies. Et vous voyez ici, nous avons... Pourquoi j'aime bien Pantera Capital? Parce qu'ils font tout. Ils ont ce qu'on appelle en anglais le full spectrum. Donc c'est un hedge fund, c'est un market maker, c'est un venture capital, c'est un asset manager, ils sont tout. Donc on a parlé de ces 3 stratégies. Ensuite, ils ont le Bitcoin Fund, liquidité daily. Qu'est-ce que c'est? Passive exposure to Bitcoin with daily liquidity and low fees. C'est quoi ça? C'est un indice Bitcoin. Donc au lieu, qu'est-ce que ça veut dire? L'actif Bitcoin, liquidité daily. Au lieu d'investir dans le Bitcoin, avoir ton wallet, faire ceci, faire cela, eh ben, eux te donnent cela. Donc, il y a un fonds Bitcoin dans lequel il y a de l'argent et eux, c'est un tracker BTC. Et donc là, la liquidité, tu peux liquider ça au quotidien. Donc, tu peux rentrer le matin et donc lundi matin et mardi matin, tu sors. Donc là, c'est quoi? C'est un tracker BTC que eux ont mis en avant. Vous voyez qu'il y a pas mal d'entités qui ont fait cela. Vous voyez comme nous, jctum.com, nous avons le VAM Index Funds. Donc toutes les entités qu'on a présentées dans notre VAM, on en a fait un indice, donc choisir différentes entités que l'on a publiées, enfin que l'on a analysées dans les différentes publications, donc les différents rapports que l'on a fait, on dit tiens, on va en faire un indice et un fonds. Donc on a mis de l'argent derrière et on suit cela. Donc là, c'est long only, donc une exposition passive. Okay. Mais ici, là avec la liquidité journalière, donc là tu peux rentrer et sortir quand tu veux sous 24 heures. Ouais. Et nous, c'est exactement la même chose que nous avons fait. Donc, vous voyez qu'il y a plein de stratégies, mais vous devez comprendre tout ce jargon technique. Et ensuite, ils ont le Venture Funds. Donc, liquidity, Hand of Fund. Rappelez-vous, Hand of Fund, c'est le jour où le fonds va être liquidé. Asset Type, Venture Equity. Donc, ici, c'est quoi? Ils prennent des parts. Vous voyez ici aussi, ils ont le Venture Equity et Early Stage Token. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent prendre des parts dans les startups qui mettent sur pied les plateformes blockchain. Donc, Aptos ou les entités qui sont derrière Sandbox et tous ces éléments-là. Ici, c'est exactement la même chose, mais là, c'est 100% equity, donc là, c'est participation dans des compagnies. Okay. Donc là, vous voyez que c'est multi-stage exposure, donc il y a les séries A, B et C, donc l'entité lorsqu'elle commence, lorsqu'elle a une phase un peu plus avancée, ceci, cela, jusqu'à ce qu'elle sorte en bourse ou lorsqu'elle fusionne ou lorsqu'elle est acquise par une autre entité. C'est comme ça qu'ils peuvent, on va dire, apporter de la liquidité. Donc vous voyez que maintenant que vous connaissez toutes ces stratégies et que vous voyez ces genres d'acteurs, maintenant ces genres d'acteurs sont dans l'écosystème crypto et ils ont changé toute la dynamique. Ce n'est plus Satoshi Nakamoto qui est dans l'écosystème crypto, c'est plus les premiers participants. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des participants, les méga whales, c'était des venture capitalistes. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de certains éléments, ça doit être prouvé ici. Okay, donc là, on va y arriver dans quelques instants. Maintenant, nous, on se focalise sur le Pantera Bitcoin Fund pour donner un peu plus d'informations dessus. Vous voyez que ça a été lancé en 2013. L'investissement minimum, c'est 100 000. Donc là, en gros, investisseur type, c'est accrédité. Donc les investisseurs accrédités, sophistiqués, c'est des investissements minimum de 100 000 qui doivent être faits. Et vous voyez que la liquidité et tout ça, c'est au quotidien que c'est apporté. Donc vous comprenez un peu ce que c'est. Et vous voyez que depuis que c'était lancé, ils ont généré un retour de 22 800 en 9 ans. Donc là, tout simplement, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est un tracker de BTC. Mais vu qu'ils apportent de la liquidité, donc c'est vendre, acheter, revendre, acheter, revendre. En gros, voilà ce qu'ils font. Et ils ont encore une autre stratégie, ils n'en parlent pas ici, mais là, je le sais. Ils ont une stratégie de trading, donc market maker à l'horaire. Donc, on va dire du day trading chaque heure. Donc, apporter de la liquidité au marché Bitcoin chaque heure et ils le font aussi spécifiquement pour le Bitcoin vu que c'est le jeton le plus liquide. Donc là, c'est pas mal de stratégies que cette entité a.
Ok. Maintenant, eux aussi font pas mal d'analyses de cycles de business. Et donc là, ils publient des lettres tout le temps. Donc ça, c'est la dernière en date, celle du mois de janvier ou février, je pense. Et ici, ben, ils nous parlent des différents cycles cas, dans lesquels est entré le BTC. Et maintenant, ben, pour eux, BTC est dans dans son prochain cycle. Je crois que c'est le 7e cycle de BTC selon eux. Et ils font pas mal d'analyses concernant cela. Donc avec les différents cycles qu'a le BTC. Rappelez-vous, ça c'est micro, spécifique au BTC. Mais cet aspect micro, il faut clairement comment dirais-je, tenir en compte ce qui se passe au niveau macro. Donc comme vous le voyez là, la tendance long terme du BTC est à la hausse. Et ici, nous en sommes exactement ici. Et ils s'attendent à ce que BTC continue à onduler de part et d'autre de sa tendance long terme que vous voyez en pointillé blanc. Donc ici, on s'attend à ce que le BTC continue à monter. Et on voit que s'il continue comme ça, ça peut atteindre les 100 000 et aller au-delà. Et à un moment, ça se fera sur plein de cycles. Et voir bien évidemment comment l'infrastructure va continuer à évoluer. Et n'oubliez pas maintenant comment les dollars sont injectés dans l'écosystème BTC. Donc là, ils ont fait pas mal de rapports par rapport à cela et décortiqué tout ce qui se passe. Et vous voyez ici, nous avons décortiqué cela sous différents types de marchés. Donc le Bitcoin Bull Market, les Bitcoin Bear Market. Et ils ont fait un travail pour nous montrer les prix les plus hauts, le prix le plus bas, la durée, nombre de jours qu'on a passé là et le price increase, donc de combien de fois le prix est monté. Donc là, dans un bull market, pareil dans un bear market. Et clairement ici, on voit encore une fois Major Bitcoin Price Cycles, donc analyser les différents types de cycles, le temps que ça a duré, etc. Ok. Donc vous voyez que là, c'est un travail, on va dire, beaucoup plus micro au niveau du BTC. Et je vous recommande de suivre ce genre d'entité comme Pantera Capital, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Et vous savez qu'ils sont exposés dans le BTC déjà depuis pas mal de temps. Et leur Intel est au top. Donc vous voyez que cette méthodologie, cette manière de faire sophistiquée de la finance traditionnelle, appliquée maintenant au crypto market. Donc voilà le genre d'entité auquel nous avons affaire lorsque nous rentrons dans le crypto market. Et n'oubliez pas, ça c'est une entité. Donc, vous voyez que pas mal de personnes en Wall Street, n'oubliez pas ce qu'on a vu, crypto is macro now, c'est en train de préparer leur arsenal. Quand on parle d'arsenal, c'est recherche, analyste, trader, ceci, cela, et voilà. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de crypto et macro, il n'y aura plus de différence entre le BTC et Apple. Pourquoi? Ça va être sophistiqué, il y aura des participants sophistiqués de part et d'autre. Okay, donc, ceux qui créent les produits financiers et ceux contre qui nous allons trader. Maintenant, comme vous avez vu, un élément clé, un visage de ces participants, c'est les venture capitalistes. Et n'oubliez pas ce qu'ils font au niveau des jetons. Comment ils interviennent dans des jetons qui se lancent, donc tout ce qu'on voit là, qui est l'air exotique, qui se lance dernièrement, sachez que nous apportons la liquidité aux venture capitalistes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du crypto market? Donc c'est un point qui est super important. Et comme vous voyez là, un venture capitalist are no strangers to risk, parce que la nature de leur fonds elle-même, c'est prendre des hauts risques. Et c'est là aussi qu'on a des hauts gains. Mais n'oubliez pas, tout ça est fait de manière stratégique et c'est optimisé. Un élément clé afin de se protéger et clairement de pouvoir générer des méga gains, mais c'est avec une vision long terme. Donc vous voyez que lorsqu'on est un participant particulier, on rentre dans les marchés, on entend parler du BTC, nous ne savons absolument pas ce qu'on est en train de faire. Et on suit ce qui se passe, les gourous, les experts, les ceci, les cela. Et on n'est pas protégé. Évidemment, il y a des gains ici et là qui sont faits, mais rappelez-vous, ces gains, c'est la chance du débutant, mais à quel moment vous êtes intervenu dans le BTC et vous avez surfé la vague. Mais vous voyez qu'une fois qu'on est beaucoup plus sophistiqué, nous comprenons tout ce qui se passe. Donc de l'aspect macro à l'aspect micro, et nous savons quel genre de profil adopter et évidemment comment déployer ces stratégies dans différentes phases du cycle de vie de l'actif et du cycle macro dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est un élément qui est super important. Et ici, si nous revenons sur les VC, nous comprenons exactement ce qu'ils font. Enfin, ils comprennent très bien ce qu'ils font au niveau du crypto market. Vous avez vu ce qui les intéresse. Donc tous ces jetons qui sont illiquides et ils financent à la fois la startup et les parts qu'ils ont, ils ont et des parts dans la startup, donc la compagnie derrière, le studio de développement, et des parts aussi avec le jeton, qui est le produit final, et clairement, voilà, générer pas mal de liquidités. Donc maintenant que vous comprenez cela, vous comprenez un peu ce qui se passe au niveau du crypto market et les mouvements que l'on voit, pourquoi est-ce que tel projet est mis en avant, et l'opacité et le jeu auquel jouent pas mal d'exchanges, et vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils sont offshore. Donc Binance et tous les autres, etc. Et vous avez vu qu'ils ont ces plateformes de lancement de projets. Donc avant c'était les ICO, maintenant c'est les IEO, maintenant ça porte d'autres noms. Mais ils continuent toujours à alimenter les marchés en nouveaux jetons. Maintenant vous comprenez qu'il y a des accords qui sont passés entre les venture capitalistes et ces exchanges afin de créer des marchés pour ces jetons. Et là c'est quoi? C'est la liquidité au quotidien pour ces venture capital. Okay, et ces venture capitalistes. Donc ici, on nous demande que pense-t-il de, de ces cryptos. Clairement pour eux c'est quelque chose de super extra. N'oubliez pas, par rapport à ce qui se passe au niveau equity venture, là, ils ont beaucoup plus de liquidité au quotidien. Donc, avec les cryptos exchange. Maintenant, ici, un élément clé, c'est que vous devez voir que ces entités aussi, n'oubliez pas, lorsqu'elles lèvent des fonds et lorsqu'elles déploient des fonds, ça dépend des cycles macro aussi.
Et comme vous voyez ici, si vous voyez bien, donc là c'est un article de Bloomberg, c'est super intéressant. Et on nous montre que quoi? Que les venture capital deals set for worst drop in over 2 decades. Donc 2 decades c'est 20 ans. Et on voit clairement qu'il y a une méga chute. Et si vous regardez bien, 2009 baisse, 2022 baisse. Qu'est-ce que ces 2 années ont en commun? Ces 2 années ont en commun un bear market. Donc clairement, ça a fait ça. Ouais, donc là, c'est la phase 2009 avec le bas des marchés. Et ensuite, on a 2022, c'était un bear market. Donc, on parle de 2008-2009. Vous voyez comment les deals ont chuté. Et vous voyez que de 2021 à 2022, ça a chuté. Mais pourquoi 2021 était une année méga? Parce que 2021, on atteignait un pic. Un élément clé que vous devez comprendre, parce qu'il faut comprendre la mécanique de ces fonds opèrent sur base de AUM. AUM, ça veut dire Assets Under Management. Lorsque vous entendez qu'un fonds a levé de l'argent, donc 5 milliards, donc 5 billion par exemple, il n'est pas dit que ces 5 milliards soient déployés directement dans les marchés. Pourquoi? Lorsque ces fonds, venture capital et autres, lèvent de l'argent, il y a ce qui s'appelle management fees. Donc, c'est des frais de gestion. Et ils ont des frais de gestion sur la valeur totale du fonds. Donc, si tu as 5 milliards de dollars, que tu as levé 5 milliards de dollars, automatiquement, une fois que tu as clôturé ça, parce que c'est la target que tu avais, tu as des frais de gestion. On va dire 10%. On va dire, en général, c'est 1 et 2%, mais pour faire ça un peu au niveau maths, disons 10%. Donc, si tu as levé 5 milliards, tu n'es pas obligé de déployer tes 5 milliards directement. Tu peux attendre 10 ans avant de les déployer. Bon, pas aussi longtemps, mais je vous donne un exemple. Tu peux demander ici des frais de gestion de 10%. Donc, 5 milliards, 10% de frais de gestion de ces 5 milliards, ça fait combien? Ça fait 500 millions que tu as dans ta poche. Et ça va directement dans la poche de quoi? De ceux qui gèrent le fonds. C'est pour payer l'infrastructure et les salaires de tout le monde. Et le retour sur on fait quoi? Lorsqu'ils vont déployer ces capitaux avec des entités qui ont un potentiel de 1000%, 2000%, etc. Et vous avez vu que ça c'est le cas avec certaines altcoins et avec certaines entités qui se lancent en bourse et qui peuvent générer ce genre de retour sur une période de 5 à 10 ans, vu que ça c'est l'horizon de temps pour les venture capitalistes. Maintenant, vous avez remarqué que les années avant qu'il y ait des crises, surtout maintenant, en 2021, ils ont fait un max. Donc un max de deals, donc lever un max d'argent, un max de deals, afin de liquider le tout dans un bear market. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les conditions vont changer. N'oubliez pas les cycles. Cycle de crédit, ça va toucher à sa fin. Donc on fait un max, pousser un max de deals. Et qu'est-ce que vous voyez là? Tenter de liquider ces deals au maximum. Donc vous allez voir qu'en 2021, beaucoup d'entités sont sorties en bourse. Coinbase, Robinhood, il y a eu pas mal de SPAC. Et 2022, sec comme le désert. Vous voyez, donc c'est un élément qui est super important. Donc vous voyez que l'argent laisse des traces, l'argent a un langage. Mais si vous n'arrivez pas à décortiquer tout cela, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc lorsque nous voyons ça signale en plus pour dire « Oh, attention, danger ». Et vous voyez clairement que 2022, ça n'a pas été une bonne année du tout, les deals étaient négatifs. Et clairement, vous avez vu que c'est corrélé au cycle business, au cycle de crédit et au fameux crypto winter et au fameux bear market que nous voyons maintenant. Donc vous voyez clairement maintenant, comme je le disais, maintenant que nous avons pas mal de data, nous pouvons faire des corrélations et transformer ces data en Intel. Donc data, c'est tout simplement de l'information. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc ici, nous avons une Intel en plus et nous pouvons faire des parallèles avec des périodes similaires. Vous voyez qu'il n'y avait pas de crypto market. Le BTC était né en 2009, mais il y avait du venture aussi. Il y avait des cycles de crédit, il y avait pas mal d'éléments qui s'étaient passés en 2009 et nous voyons les corrélations entre ces différentes phases. Et vous regardez ici, période 2001-2002, c'était quoi? L'explosion de la bulle du Nasdaq, c'était en 2001. Et vous voyez clairement exactement la même chose. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de similitudes. Et par après, les marchés reprennent, les deals reprennent. Et avec des phases ici où il y a des petits chocs ici et là, voilà. Donc vous voyez que ce sont des éléments qui sont super importants. Maintenant, en 2023, nous avons ces datas et nous pouvons maintenant étudier cet historique. Un autre venture capitaliste qui est super important, c'est A16Z, donc Andreessen Horowitz. Vous avez Ben Horowitz et Mark Andreessen à droite de l'écran. C'est eux qui ont fondé ce venture capital. Ce sont des ténors de Silicon Valley. Et là, ils ont lancé A16Z Crypto. Donc, ils ont le venture capital spécifiquement pour les cryptos. Et comme vous voyez ici, we back bold entrepreneurs building the next internet. Donc, pour eux, c'est le Web3. Tout ça, vous avez les fameux jetons qui participent à tout ce Web3. Et donc, vous voyez qu'ils financent pas mal d'entités. Et ils ont lancé un 4e fonds de 4,5 milliards de dollars. Okay, donc, vous voyez que ça fait beaucoup. Et le nombre de fonds, enfin, le total des fonds qu'ils ont levés, ça fait 7,6 milliards de dollars. Donc, 7 milliards 600 millions de dollars. Donc, beaucoup d'argent à déployer. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué. Ce n'est pas parce que les fonds sont déployés que ces fonds sont directement injectés. Les fonds sont levés et maintenant, c'est eux, à leur propre discrétion, ils vont injecter ces fonds quand bon leur semble. Mais trouver des méga deals. Et ici, eux mettent en avant leur portefeuille. Ici, avertissement, ne faites pas l'erreur de débutant. C'est quoi? Voir ce qu'ils ont en portefeuille et vous faire la même chose. Pourquoi? Rappelez-vous qu'avant qu'eux fassent cela, il y a un méga travail d'analyse qui a été fait. Ouais, qui a été fait. Donc vous, avez-vous ces fiches? Avez-vous l'Intel qu'ils ont? Avez-vous fait ce qu'on appelle le WD? Donc DD, Due Diligence.
Ne pensez pas FTT, FTX, c'était une autre histoire. Mais ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et l'horizon de temps avec un profil qui est bien défini. Donc ça, c'est un point clé. Vous allez voir ici que nous retrouvons des noms super connus. Donc vous avez déjà vu ici Solana. Vous avez vu quoi encore? On a vu quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? Bon, vous voyez qu'il y a Phantom. Vous voyez que qu'est-ce qu'on a encore qui est super super connu que nous connaissons? Bah, vous voyez qu'il y a Uniswap. Vous avez qu'est-ce qu'on a encore ici qui est super connu? Bah, Lido. Vous avez Near Protocol, Mythical Games, pas mal d'entités qui créent des choses des NFT, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que nous avons encore? Hein? Il y a plein de noms qui sont connus parce qu'il y a pas mal de studios de développement derrière les éléments crypto. Bah, vous avez ici Flow, la blockchain, avec l'entité Dapper Labs, donc ils sont investis dans Flow. Vous avez le Fei Protocol, DYDX, on les connaît, le DEX. Vous avez quoi encore? Le projet Dfinity. Dapper Labs, qui est l'entité qui développe Flow, donc ils sont et dans le jeton Flow et dans l'entité qui est derrière. Donc un peu ça, ce serait Equity Venture, et là ce serait Illiquid Token Venture. Donc en gros c'est ça. Vous voyez qu'ils sont dans Compound, Celo Protocol, Chia, Coinbase, ils sont dans Aztec, Avalanche. Il y a quoi encore ici? Des noms Alchemy qui sont pas mal connus. Bah, voilà, Aptos. Donc vous voyez qu'ils sont dans tous ces éléments-là. Et là, ce sont comment dirais-je, les entités qu'ils détiennent en portefeuille. Donc voilà. Vous voyez Sky Mavis, pas mal d'entités qui développent pas mal de jeux, etc. etc. tout ce que nous voyons ici. Vous voyez qu'Action, qu'ils sont derrière Axie Infinity et tous ces trucs-là. Ok. Donc vous voyez qu'il y a ils ont pas mal d'entités en portefeuille. Maintenant, n'oubliez pas, j'ai une vision venture. Donc c'est du haut risque. Et eux, il y a de la liquidité au quotidien avec certaines entités, donc les jetons. Mais clairement, c'est une vision long terme qu'ils ont. Ok. Donc vous voyez que ces entités sont là. Maintenant, ici, un élément clé, beaucoup de gens ne connaissent pas ce personnage, vous voyez que j'en parle souvent, donc Chamath Palihapitiya. Beaucoup de gens ne savent pas que le Facebook qu'on utilise aujourd'hui, c'est dû à lui. Lui et Madame Sheryl Sandberg. Lui, c'était un des anciens COO, un des chefs stratégiques de Facebook. C'était un haut cadre chez Facebook. Et lorsqu'il a quitté Facebook, il a créé ce qu'on appelle Social Capital. Donc, c'est une firme de venture capital, maintenant qui est une sorte de family office. Et il y a quelques années, j'avais joué un segment vidéo où il rigolait. Et pourquoi il rigolait? Parce qu'il expliquait qu'il avait acheté du BTC en 2011, un truc pareil. Et vous voyez ici, on en parle en 2013, ici. TechCrunch, donc là c'est en octobre 2013, où il dit clairement qu'il détenait du BTC pour une valeur de 10-15 millions à l'époque, et il l'achetait encore plus. Il avait commencé par acheter du BTC en 2011 lors d'un voyage en jet privé à Las Vegas. Il explique que c'est une des personnes qui était avec lui qui dit tiens, il faudrait que tu achètes du Bitcoin. Et vous savez bien que lui est dans le réseau de Peter Thiel et autres. Et il a dit clairement, lorsqu'il entend parler des fameux whales, donc là c'est une interview qu'il a donnée en 2020-2021, il rigolait parce que lui c'est un des premiers whales. À cette époque-là, la valeur qu'il avait mis en BTC, ça lui faisait 1 million de BTC. Donc, il disait clairement qu'il avait acheté 1 million de BTC à ce niveau-là, et ces BTC, il les avait déposés chez Grayscale. Donc pas mal de crypto que vous voyez dans différents asset managers, ça provient de personnes comme lui. Et rappelez-vous, c'est un venture capitaliste, et vous voyez depuis quand il était dans le BTC. Donc j'ai été depuis 2013, mais lui, dans l'interview que j'ai joué, allez savoir l'émission que c'était en 2020 ou 2021 que j'ai joué cette émission-là. Je crois que c'était durant la pandémie. Et il disait clairement, durant les quarantaines de pandémie, il disait clairement que lui, c'était un des whales BTC parce qu'il en avait plus d'1 million. Donc c'était quelque chose de super connu, et lui rigolait lorsqu'il voyait tout ce côté suspense, toutes ces théories concernant tiens, les whales, mystérieux whales ont déplacé 1 million de BTC ici et là. Il dit non, tout simplement c'est moi. Il dit c'est moi et d'autres, et ces bitcoins ils sont placés dans des wallets auprès de différentes entités. Et lorsque vous voyez des méga mouvements, ce sont des exchanges, ces entités qui font bouger du BTC d'un wallet à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé ce BTC comme collatéral pour faire d'autres business. Et comme il le dit lui, il explique qu'il a un family office, et par moment ils doivent revendre un peu ici, un peu là, pour continuer à financer leurs activités de son family office, qui est juste un hedge fund privé. Et il le dit, donc là avec tous ces SPAC, dans SoFi, pas mal d'entités, c'est lui qui était derrière. Ok. Donc c'est un point qui est super important. Donc voilà les entités et les personnages que nous avons derrière le BTC et qui font ces méga gros mouvements. Et vu qu'eux étaient là depuis belle lurette, vu que BTC c'était de l'innovation, de l'expérimentation, et vous dites depuis quand ils sont dedans. Donc des personnes comme lui, vous avez les Winklevoss, les jumeaux Winklevoss, Peter Thiel et pas mal d'autres personnes, c'est eux qui ont supporté ça dès le début. Ok. Donc c'est un point qui est super important, connaître ces personnages, et vous voyez ils sont là. Ça c'est un point clé. Donc, vous voyez ici, nous avons déjà répondu à 2 questions. Donc, la question numéro 1, pourquoi le BTC est macro. Numéro 2, nous avons parlé des différents cycles et de l'approche, qu'adoptent différents participants du marché dans ces cycles. Vous voyez qu'on a parlé d'hybride, donc venture capitaliste et hedge funds et traders. Donc, hedge funds, ce sont des portfolio managers.
Les traders, ce sont des market makers. Donc, rappelez-vous, market maker, vous avez vu comme porteur à capital à court terme, donc day trading, journalier. Ils ont deux stratégies, donc une à la journée et une autre à l'horaire, donc à l'heure. Ça, c'est le côté market making, donc pour de liquidité, donc trading. Le niveau portefeuille, donc gérer des portefeuilles venture et d'autres portefeuilles avec comment dirais-je, des échéances, donc de la liquidité trimestrielle, ça c'est eux. Et veut que tout ça, c'est enrobé dans un pack de asset management, donc gestion d'actifs. Très important. Ok. Donc gestion d'actifs, gestionnaire d'actifs, venture capital, portfolio manager et market maker, trader. Très important. Et avec ça, vous avez les venture capital. Donc voilà en gros les entités clés. Vous avez vu comment ils opèrent dans les jetons liquides et dans tout ce qui est illiquide. Et vous avez vu comment ils ont subdivisé cela. Et rappelez-vous, ça fait pas mal de temps qu'ils le font, ils ont pas mal d'expérience, et là maintenant nous avons ces datas, nous comprenons qui ils sont. Donc maintenant, nous aussi, lorsque nous opérons, on peut se déchanter plutôt pour tel profil en fonction de où on en est et de notre situation individuelle. Donc c'est un point qui est super important. Nous devons savoir avec qui et contre qui nous opérons. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué, la cascade d'informations est autonome et indépendant, ça nous évite de tomber dans les pièges. Donc maintenant qu'on a défini, on a répondu à la question clé, donc c'était quoi, pourquoi c'était macro, qu'est-ce qu'on veut dire par macro, quels sont les intervenants, comment ils voient cela. Maintenant nous passons aux outils que nous utilisons, donc les outils macro et outils micro. Donc là c'est parti pour la deuxième heure. Et ici on va commencer par des macro indicateurs. Donc on a le PIB, qui nous montre la psychologie. N'oubliez pas, le PIB, c'est donc le GDP, Gross Domestic Product, donc très très important. Donc là, j'ai mis GPD, mais c'est GDP, donc excusez la petite erreur. Donc là, PIB, pour parler simple en français. Et vous voyez qu'avec cela, lors d'une expansion économique, n'oubliez pas les attributs psychologiques qui accompagnent cela. Ok. Donc très important de voir, tiens, l'effet de richesse, on se sent riche, l'économie comportementale, tout est haussier, on a la confiance du consommateur, tout ça c'est très important. Donc le PIB, c'est un indicateur qui est à la traîne. Pourquoi? Parce que le PIB, maintenant, vous voyez que là, début 2023, on a publié la lecture du PIB trimestriel pour le Q4 2022. Donc croissance du Q3 2022 au Q4 2022. Donc on regarde dans le rétroviseur. Mais nous avons des macro-indicateurs qui sont des leaders, donc là qui se projettent dans le futur. Et là on en a pas mal d'autres. On a les PMI Service et Manufacturing PMI. On a le M2, donc la masse monétaire, très important. On a les bons, donc les bond spreads. Donc spread c'est écart entre 10 ans, qui est le taux de référence, et d'autres types de bons. Et vous allez dire, tiens, mais pourquoi c'est important tout ça? Ici, le PIB, tout simplement, vous avez vu que c'est au niveau cyclique. Okay. Donc l'effet de richesse, dans différentes phases de cycle, on n'a pas la même approche des marchés, que ce soit des institutions ou que ce soit des particuliers. Ces indicateurs leaders sont très importants. Coinbase est un service. Donc Coinbase et des entités similaires à Coinbase font partie des entités qui sont sondées lorsqu'il y a le PMI, donc le Purchasing Manager Index. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe spécifiquement au niveau des services. Rappelez-vous qu'un service financier, c'est Coinbase, Robinhood, etc. Ce sont des brokers et exchanges. Et quelles sont leurs projections économiques? Quel est le constat actuel et quelle est leur projection économique? Donc, si le constat actuel et la projection est négative, n'attendez pas à ce que le BTC soit positif. Au niveau des manufacturing, restons Bitcoin, on a besoin de data center, de cloud computing et de semi-conducteurs pour fabriquer des machines ASIC qui maintiennent l'infrastructure BTC. Donc ceux qui fabriquent ces ASIC, donc basés en Chine et d'autres fabricants de semi-conducteurs, lorsqu'ils sont sondés, ils nous disent clairement, tiens, on voit ça et ça. Donc si au niveau de ces usines, c'est pas bon, et au niveau des services, c'est pas bon, que pensez-vous qu'il va se passer? N'oubliez pas que ça, c'est se projeter dans l'économie à 3 à 6 mois dans le futur. Donc clairement, on s'attend à ce que ce soit négatif. Et vous voyez que dans une phase d'expansion économique, la perspective de ces entités est positive. Et le PIB, bien évidemment, on le verra. Donc maintenant, vous voyez que s'ils sont positifs pour le Q2 2023, nous, c'est en fin d'année qu'on verra ce qui s'est passé du Q1 au Q2 2023. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année, on va revenir sur ces éléments-là. Et eux, déjà, cette période-là, faisaient des projections pour l'année et le PIB va suivre. Donc, c'est super, super important de comprendre les indicateurs macro, ceux qui sont leaders, ceux qui coïncident et ceux qui sont à la traîne. Donc, c'est un élément qui est super important. Maintenant, n'oubliez pas, il y a des datas qui ont été publiées et donc nous pouvons faire des corrélations entre le prix du BTC, donc l'historique de son prix, avec ces données macroéconomiques. Et on peut en tirer des conclusions et avec ça, nous aussi, nous projeter. Donc, continuer à mettre sur pied nos services, pas nos services, mais nos systèmes, afin de nous projeter dans le futur, voir les corrélations et tout ça. Ça, c'est le travail que l'on fait au niveau quant. N'oubliez pas qu'ici, nous faisons une chose tout simplement, c'est présenter cela, vous montrer les évidences, ce qui est factuel et ce qui a déjà été matérialisé maintenant. Ensuite, c'est là que nous jouons de notre génie, donc la créativité et le côté science. Donc là, ce que nous faisons, donc là, notre aptitude à générer des nouvelles solutions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces datas? Ok, donc c'est un point qui est super important.
Donc, vous voyez qu'on a déjà parlé du PIB, on a parlé des PMI, c'est super important. M2, c'est la masse monétaire. On va expliquer cela dans quelques instants. Les bons, n'oubliez pas, les bons, c'est lié au cycle de crédit. Donc, en fonction de l'information que nous renvoient les bons, nous savons, tiens, est-ce que ces entités de services et ces usines vont-elles pouvoir se financer? Est-ce que le particulier va pouvoir se financer? Est-ce que les corporations vont pouvoir se financer? Rappelez-vous que si elles peuvent se financer, cycle de crédit pro-expansion économique, c'est bon pour le futur du PIB. Donc, vous voyez comment tout est corrélé. Et ensuite, on a le Dixie, le fameux dollar. À quel type de dollar nous avons affaire? Un dollar pro-risque ou un dollar ici, valeur refuge ou stock de valeur. Et les taux d'intérêt, l'arbitre clé, c'est la Fed qui impacte tout cela, vu que c'est la Fed qui fait et défait les différentes phases économiques, les phases du cycle économique. Donc tout ça, c'est super important. Et ici, on va commencer par quelque chose de très simple au niveau graphique et on va pouvoir parler de ces corrélations. Donc ici, nous avons sous les yeux un graphique PIB avec le BTC, donc tout simple. Okay, donc qu'est-ce que nous voyons ici? Donc là, c'est un graphique bien weekly, mais vous voyez que ça remonte à 2015. En vert, nous avons le PIB et vous voyez clairement que la trajectoire du BTC reste haussière. Ici, on a un coefficient de corrélation. Vous voyez que c'est quand même assez corrélé sur une période de 26 semaines. Sans oublier que le PIB, il est publié tous les 3 mois. Mais ici, c'est la tendance. Donc, comme vous le voyez ici, dans une phase d'expansion économique, vous voyez ici, on a eu la récession donc de 2020, donc l'annonce de la pandémie. Vous voyez après, il y a eu des mesures qui ont été prises par les banques centrales et des mesures fiscales pour relancer l'économie. Vous voyez qu'il y a un boom du PIB et clairement, le BTC a suivi. Mais vous voyez que la tendance, ça va de bas à gauche, en haut à droite. Donc, la tendance est la même. Voilà tout simplement ce que nous pouvons déduire ici. Okay, donc, une déduction toute simple. Ensuite, nous poursuivons. Nous avons la confiance du consommateur. Nous n'sommes pas dans une phase d'expansion économique. La confiance du consommateur est au top. Et ici, comme vous le voyez là, nous avons quelques instances où cette confiance a été touchée. Par exemple, en 2020, avec l'annonce de la pandémie, vous voyez comment la confiance du consommateur a chuté. On avait un prix du BTC qui était flat. La confiance du consommateur est repartie à la hausse. Mais normalement, ces conditions n'étaient pas top, mais il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau fiscal pour aider cela. Et vous voyez comment le prix du BTC a repris. Ensuite, vous voyez qu'à partir de 2021, les banques centrales ont annoncé, tiens, mais il faut refroidir l'économie parce que l'inflation, ceci, cela. La confiance du consommateur a chuté. Vous voyez que le prix du BTC a stagné. Ensuite, ça a chuté. Et pas que ce sont différents points de contact ici, donc ce sont différentes planètes, il faut qu'elles soient toutes alignées. Ou si nous en avons 10, on peut se dire, tiens, si j'ai 7 sur 10 de mes indicateurs qui indiquent que c'est négatif ou positif, c'est déjà assez pour moi. Mais pas ça, c'est macro. Ensuite, on fait le même travail au niveau micro et on fait la somme de tout cela. Que me dit la macro, que me dit la micro? Et ensuite, moi, qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille? Donc, est-ce que la macro m'indique une expansion économique ou une contraction économique? Et au niveau micro, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un bull market ou est-ce que c'est un bear market? Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois être haussier ou baissier? Maintenant, sur quel horizon de temps? Et en fonction de ça, maintenant, moi, je sais ce que je vais faire au niveau de mon portefeuille. Ah tiens, je vais avoir un portefeuille qui est beaucoup plus agressif à l'achat parce que je m'attends à ce qu'il y ait une expansion économique. Ah tiens, je vais revendre pas mal d'éléments de mon portefeuille, je vais être flat et si je sais shorter, pourquoi pas être shorté ou hedger mon portefeuille parce que je m'attends à ce qu'il y ait une baisse, donc une contraction économique et un bear market. Vous voyez que ça nous sert à ça. Donc vous avez vu la séquence. Okay, donc avec ça, nous poursuivons. Nous regardons maintenant ce qui se passe avec les PMI. Donc là, nous commençons par le non-manufacturing. Donc non-usine, ça veut dire quoi? C'est service. Et vous voyez qu'il y a pas mal de corrélations. Okay, donc là, bien évidemment, nous commençons ici en 2017. On a le méga choc, comme vous voyez là, en 2020. Ensuite, la récupération des services, le prix du BTC qui va à la hausse. Rappelez-vous que les conditions financières annoncées par la Fed ont changé en Q4 2021. Chute du PMI des services et vous voyez, chute du prix du BTC. Et ici, l'élément clé, c'est quoi? C'est le marqueur 50 de cet indicateur. Au-delà de 50, c'est une expansion, mais sous les 50, c'est une contraction. N'oubliez pas qu'il y a des pics qui sont atteints. Lorsque vous voyez que ça atteint un pic et que c'est en train de chuter, donc c'est-à-dire que les services, les producteurs de services se rendent compte que les conditions sont en train de se détériorer. Rappelez que la détérioration ne survient pas une fois qu'on est sous les 50. Sous 50, c'est-à-dire que c'est grave. Donc là, en gros, c'est ce que vous voyez ici. Sous 50, c'est la récession. Mais lorsqu'on atteint un pic, vous voyez des pics dans des niveaux qui sont historiquement hauts ou un nouveau haut qui est marqué, clairement on voit qu'il y a une détérioration. Et clairement là, les commentaires sont négatifs et les projections pour le prochain mois, le prochain trimestre, le semestre ou l'année sont négatives et vous voyez que le tout est en train de suivre. Donc c'est un point qui est super important. Et aussi lorsqu'on atteint des pics de négativité, on s'attend à ce que les acteurs clés, donc les gouvernements et les banques centrales, mettent sur pied des mesures qui sont favorables à une récupération économique. Donc après avoir atteint un bas, on part à la hausse. Donc ici, n'oubliez pas, nous tentons de délimiter et de détecter les extrêmes et attendre à voir des pivots. Vous voyez ici, c'était fait quelque chose de très rapide qui a été fait au niveau fiscal et au niveau des politiques monétaires de banque centrale afin de relancer le tout. Donc une injection massive de liquidité et vous voyez que tout a suivi. Okay, donc c'est un point qui est clé. Et là, vous allez voir que ça a à voir avec les masses monétaires, etc. Ici, nous passons au PMI
des usines, rappelez-vous, un fabricant de machines ASIC, etc. Et vous voyez que clairement, c'est fort, fort corrélé aussi. Surtout depuis 2020, vous voyez que la baisse, ici, les conditions extrêmes, relance économique, PMI qui repart à la hausse, on a le niveau 50 qui est délimité ici, et vous voyez comment c'est corrélé au prix du BTC qui est reparti à la hausse. Ensuite, PMI qui baisse, vous voyez que le prix du BTC qui repart à la baisse. Maintenant, vous voyez que l'économie, comment elle est là, les dernières lectures du PMI commencent à être améliorées. Il n'y a pas que ça, c'est la lecture au mois de janvier, on a la lecture au mois de février, parce que n'oubliez pas que ça, ce sont des éléments qui sont publiés tous les mois. Et donc là, c'est le mois, ça prend en compte la dernière publication. Et maintenant, vous voyez qu'il se peut qu'on ait atteint un extrême et que le PMI des usines commence à remonter. Mais vous avez vu que début d'année, les prix des actifs, donc l'aspect micro, donc stock market et le crypto market sont repartis à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'anticiper un changement au niveau des politiques monétaires des banques centrales, qui à leur tour vont impacter les acteurs clés économiques, donc au niveau des PMI, des usines et des services, etc. Donc vous voyez que la micro a anticipé une reprise économique, mais pas encore les indicateurs leaders macro. Donc pour que le prix de crypto se maintienne aussi et que la tendance soit soutenue, nous avons besoin que ce soit backé par la macro, comme vous le voyez ici. Donc ici, là aussi, vous voyez déjà que le crypto market a commencé à repartir à la hausse, et c'est par après que les indicateurs macro sont repartis à la hausse, donc atteindre un bas et repartir. Et là, en effet, le pari a été gagné. C'était quoi le pari? Que vu la situation actuelle, les banques centrales et tout ça allaient mettre sur pied des politiques agressive de liquidité et de soutien de l'économie. Et clairement, une fois que c'est fait, vous voyez que la micro avait déjà anticipé la hausse et la macro a suivi. Ok, donc rappelez-vous, vous devez faire ça avec pas mal d'indicateurs et ensuite faire une somme. Sur 10 indicateurs, 80% sont haussiers, 80% sont baissiers ou c'est 50-50. Donc n'oubliez pas, c'est la position. Est-ce que je suis haussier, neutre ou baissier? Et là, vous voyez que les indicateurs nous montrent cela. Donc maintenant, une fois que nous avons compris cela, donc là, on a vu quelques indicateurs clés. Donc on a vu le PIB, on a vu la confiance du consommateur, on a vu les PMI, services et usines. Un élément qui est super important aussi, c'est quoi? C'est des prédictions. Donc le prix du BTC est aussi déterminé par quoi? Par la masse monétaire, ce qu'on appelle le money flow, donc les flux on va dire de capitaux et ici de monnaie. Donc la masse monétaire, s'il y en a, ça veut dire quoi? Qu'il y a pas mal d'argent, enfin de monnaie qui est disponible pour pouvoir être échangé contre des actifs. Et maintenant, n'oubliez pas, en fonction des différents cycles, ça fluctue aussi. Donc, c'est un point qui est super important. Donc, ce qu'on appelle le fameux money supply, donc M0, M1, M2, ça nous donne aussi pas mal d'intel par rapport à ce qui se passe. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ici, on a M2 et on va expliquer pourquoi M2, pourquoi pas M0, M1. Donc M2, ça comprend M0 et M1. Et en gros, pour comprendre cela, c'est quoi? C'est l'argent qui est déjà disponible dans les comptes bancaires, au niveau des brokers, etc. et dans des comptes d'épargne, etc. Et tout cet argent, par exemple, l'argent que j'ai dans mon compte bancaire, je peux l'envoyer dans le compte d'un broker, ok? Ou dans un exchange. Mais là, je le maintiens en cash. Donc c'est de l'argent qui peut être très rapidement transformé en actif. Donc passer de mon euro ou mon dollar en cash, directement passer en BTC. De mon compte d'épargne, envoyer ça vers un autre exchange ou un autre broker et transformer ça en BTC ou en Apple. Donc c'est super important de voir cela. Maintenant, au plus la masse monétaire augmente, on s'est rendu compte qu'il y a des corrélations entre une expansion de la masse monétaire et une appréciation au niveau de la valeur des actifs. N'oubliez pas, ce sont des données macro, tout cela. Et qu'est-ce que vous voyez ici? On a la masse monétaire, donc on remonte à 2015, vous voyez qu'elle était super basse, on parle en milliers de milliards de dollars, donc trillion en anglais. Et vous remarquez quoi? Regardez bien en 2020, lors de l'événement, on va dire, qui a demandé une intervention massive des banques centrales, etc., masse monétaire, regardez comment elle a augmenté, passé de 15 000 milliards à 22 000 milliards, et vous voyez que c'est corrélé à une hausse du BTC. Dernièrement, la masse monétaire n'évolue plus, et qu'est-ce que vous voyez là? Depuis le changement des politiques monétaires des banques centrales, masse monétaire est stagne et est en train de baisser, et vous voyez que clairement, qu'est-ce que vous voyez? Le prix des actifs qui baisse aussi. Donc vous voyez que plus corrélé que ça, on ne peut pas faire. Rappelez-vous ici, nous parlons d'éléments factuels. Maintenant que nous avons ces éléments-là et qu'on a pas mal d'historique au niveau du BTC, ça peut nous servir maintenant pour nos prochaines analyses et projections, etc. Et nous prenons BTC, n'oubliez pas, il a la plus longue historique, il a l'infrastructure qu'il a pu développer, et on sait que c'est 40 à 50% de l'écosystème crypto. Donc ce qui impacte, lorsque le BTC est impacté par les éléments macro, nous savons bien que ça va impacter aussi le crypto market, vu que BTC sert aussi de stock de valeur au niveau du crypto market. Vous avez pas mal de paires, ETH, BTC, XRP, BTC, etc. Donc c'est un élément clé. Donc vous voyez maintenant pourquoi vous comprenez parce que lorsqu'on parle de crypto market, lorsque je parle de crypto market, j'utilise BTC comme indicateur. Pourquoi? Parce que je vois l'impact clé qu'il y a par rapport à ce qui se passe au niveau macro, pas mal d'historiques qui me permettent de faire ces parallèles et nous voyons comment cela impacte le Bitcoin.
OK. Donc là, c'est un point qui est super important. N'oubliez pas, maintenant, ces données, ben, maintenant qu'on les a, ben, on commence à travailler, on va travailler dessus maintenant. Là, ce que vous voyez là, c'est ce qui est visuel parce que vous le retenez, vous voyez que c'est évident ce que nous voyons là. Et avec les moments forts, et BTC qui était déjà depuis pas mal de temps, et vous voyez comme elle était impactée par ces différents changements. Maintenant, si on va un peu plus loin, on peut faire des projections. Il y a pas mal de plateformes crypto qui font des projections par rapport au M1, M2, M0, etc. et qui expliquent ce que c'est. Donc, c'est une plateforme que j'aime bien, c'est CoinChecker parce que c'est exprimé de manière simple. Et en fonction du M0, M1 et M2, ils font des projections du prix du BTC. Et là, au moment où ça a été fait, donc ça s'était fait le week-end du 10-12, pardon, du samedi 11, dimanche 12 février. Donc, c'est les prix que vous allez voir là. À ce moment-là, le BTC était sous les 22 000. Donc, je dis c'est le 14 février, ça n'a pas trop changé. Mais vous voyez qu'il y avait des prédictions pour le prix du BTC, que le prix du BTC ne va pas dépasser les 25 000 $ sur une période d'un mois. Mais dans les prochains 3 mois, selon eux, les prédictions, c'est baissier, donc de 26%. Et à 6 mois, baissier à une hauteur de 46%. Et d'ici un an, le prix du BTC peut être haussier. Et vous voyez que cette période de 3 à 6 mois, si on prend cela en corrélation avec ce qui se passe au niveau macro, on voit qu'on s'attend à des récessions et une continuité de la contraction économique. Enfin, continuité d'abord de la contraction économique et ensuite plonger en récession. Ce qui fait que, OK. Et n'oubliez pas, si on parle de masse monétaire, vous voyez comment la masse monétaire est en train de chuter et on a vu une corrélation à ce niveau-là. Donc ça sont des points qui sont super, super importants. Donc voilà ici que par rapport à M0, Money Worldwide, et en gros ça veut dire quoi? Si tout l'argent qui est disponible dans M0 et qu'on a une partie qui est injectée dans les crypto markets et que BTC maintient ses proportions, donc 40% du crypto market, le prix du BTC peut être d'autant sur une période X. Okay, donc ça, c'est les projections qui sont faites. Donc vous voyez que maintenant, lorsque vous voyez ça, on continue à suivre M0, M1 et M2. Et c'est assez intéressant, comment dirais-je, de voir ce genre de corrélation. Donc là, sur les prédictions, voilà le prix que BTC pourrait atteindre si les conditions se maintiennent les mêmes. Mais lorsqu'on parle de conditions, c'est que dans l'écosystème crypto, une partie de M0 est injectée et BTC maintient ses 40 à 50% de dominance, on va dire, sur l'écosystème crypto. Donc l'argent est injecté, pour chaque dollar qui est injecté, entre 40 cents et 50 cents injectés dans le BTC. Et donc voilà comment on pourrait s'apprécier le prix du BTC sur une période X. Okay, donc voilà en gros ce que nous voyons. Donc on a fait la même chose avec M0, maintenant avec M1 et M2. Et comme vous voyez ici, M2 c'est quoi? Vu que ça c'est ce qu'on utilise le plus, vu que M2 contient M0 et M1. Et M2 ça mesure M1. Et donc M0 plus M1. Donc en gros, c'est quoi? Donc c'est M1, tout ce qu'on a, plus tout ce qui est en compte d'épargne, comme je l'ai expliqué. L'argent qui est dans les money markets. Vous voyez que lorsque vous déposez de l'argent chez un broker, ce qu'ils font souvent aux États-Unis, c'est quoi? C'est que ce cash, ils le mettent dans des money markets. Donc là, il y a un petit rendement de 1 ou 2% ici et là. Et des certificats de dépôt. Donc en gros, c'est un compte de dépôt, donc un compte à vue si vous voulez. Et tout ce qui est sous les 100 000. Et tout cet argent peut être transformé maintenant en crypto. Donc échanger tous ces dollars ou tous ces euros en crypto. Et vous voyez que la total crypto market cap, au moment où on en est maintenant, ça représente 1, enfin c'était ce week-end, on va dire à la mi-février, ça représente 1,17% de M2. Donc vous voyez qu'on a une crypto market cap de plus ou moins 1 milliard de dollars et M2, c'est X milliards de dollars. Okay, rappelez-vous, 10 000 milliards de dollars, 1000 milliards, ça fait exactement, ça vous ferait exactement, vous prenez les proportions, on voit exactement ce que ça représente. Maintenant, si on a M2 qui est de autant, voilà, on calcule cela. Donc les crypto markets, ce que ça vaut par rapport à M2. Okay, donc un élément tout simple. Donc vous voyez en gros ce que ça peut représenter à ce niveau-là. Ok. Donc lorsque vous voyez ça, vous dites, ah tiens, ok, donc voilà exactement ce que vaut M2 par rapport à cette masse monétaire, voilà ce que BTC vaut par rapport à cette masse monétaire. Maintenant, imaginez-vous si la masse monétaire reste intacte, mais qu'il y ait une plus grosse part de cette masse monétaire qui soit intégrée, qui soit injectée dans le BTC, dans l'écosystème crypto, et que BTC maintienne ses proportions, donc 40% du crypto market, ça donne quoi? Donc ce genre d'analyse est super, super intéressante. Maintenant, n'oubliez pas, BTC est en compétition avec d'autres classes d'actifs. Okay, donc là, le stock market, les commodités, ceci, cela. Et ici, je parle avec une vision spéculative, vu que clairement, l'utilité principale du BTC est spéculative. Et lorsqu'on parle de spéculation, on veut la volatilité et on veut un retour sur investissement. Maintenant, n'oubliez pas sur X-Temps, vu que ça ne tient pas compte du type de profil, donc opérateur à court terme, moyen terme, les shorts, ceci, cela, etc. Juste de la masse monétaire qui sera injectée dans telle classe d'actifs. Et vous voyez que là, les traits gris vous montrent quoi? Une projection sur du super, super long terme. Et lorsque vous voyez ça, oui, ça a du sens de dire que tiens, que BTC peut atteindre les 500 000, les 100 000, etc. Mais bien normalement, si BTC est toujours là, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, et bien normalement, c'est l'offre et la demande au niveau du BTC. Et là, on peut rentrer dans le champ. Enfin, on peut faire un parallèle avec le champ des indicateurs micro spécifiques au BTC lorsqu'on parle de stock to flow et tous ces trucs-là. Ok.
Donc voilà en gros ce que nous constatons pour le BTC. Donc maintenant vous avez compris en gros ce qui se passe, donc M2 par rapport au BTC, donc encore un point de data en plus que nous avons pour pouvoir analyser le BTC. Ok. Et ici nous poursuivons avec les fameux yields. Donc je vais expliquer les yields, nous commençons par les spreads. Donc lorsque, comment dirais-je, il y a une expansion économique, bah, vous allez vous rendre compte que quoi? Qu'il y a des conditions de crédit, donc un nouveau cycle de crédit. Et qu'est-ce qu'on fait? On permet aux entités, donc on permet la spéculation. Donc que des venture capital puissent emprunter de l'argent et financer des startups. Et ces startups se financent avec de l'equity, donc des fonds propres, donc des départs. Et les entités aussi, pour financer leur expansion, on utilise de la dette. Donc que ce soit dans le monde privé ou dans le monde public. Donc des entités comme Coinbase, tout ça, Riot, Marathon, elles sont publiques. Et n'oubliez pas qu'elles ont une note de crédit, vu la nature de leur business à risque ou pas. Et en fonction de cela, on prend le taux de référence, donc le taux d'intérêt de la note américaine à 10 ans, et on se dit, bah, tiens, toi, vu que tu as un business est risqué, tu vas devoir nous payer 500 points base, donc 500%, 5% en plus du rendement du 10 ans, de la note à 10 ans. Et donc là, bah, imaginez-vous 3%, 5% en plus, donc toi 8% pour emprunter à 10 ans. Et Apple, bah, lui, bah, c'est 0%, vu qu'Apple a un business qui n'est pas risqué du tout, qui a un business qui est solide, etc., etc. Donc lorsque nous voyons cela, on peut déterminer les conditions de financement en fonction du cycle donc économique et du cycle de crédit, et nous savons comment cela impacte les compagnies. N'oubliez pas que le financement, c'est essentiel pour pouvoir financer l'expansion du business. Donc là, dans ce cas-ci, le hash rate ou Coinbase qui va améliorer l'infrastructure, faire des acquisitions afin que le service de trading soit optimisé. Donc c'est super important. Donc ça, ce sont des indicateurs macro que nous regardons aussi, et nous regardons bah, tiens, les conditions de financement. Lorsqu'elles sont hostiles, bah, les entités baissent, et lorsqu'elles sont positives, bah, les entités montent. Comme vous voyez ici, le spread des entités qui ont une note WB, donc des compagnies jugées à risque, donc c'est leur note de crédit corporate, bah, vous voyez qu'il fallait qu'elles payent pratiquement 7 à 8% en plus par rapport à la note de 10 ans. Et vous avez bien vu que les actifs étaient bas. Lorsque les conditions de financement sont passées de 7% à pratiquement 2%, donc les yields ont chuté, vous voyez que ça permet aux entités de monter. Donc ça, c'est un point qui est super important. Rappelez-vous que nous avons des entités publiques. Si une entité publique est évaluée à 5 milliards de dollars et que vous avez cette note de crédit, vous pouvez penser à une entité privée qui est évaluée à X milliards de dollars, vu qu'on a des rondes de financement qui disent, bah, tiens, selon la dernière ronde de financement, l'entité privée Dapper Labs est évaluée à 7 milliards de dollars. Bah, vous savez exactement sa note de crédit est de combien. Maintenant, vous voyez que les investisseurs, soit certains ont investi dans des parts de la compagnie, et d'autres ont financé la compagnie à travers de la dette. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. Et donc maintenant, une fois que vous avez cela en tête, bah, vous savez clairement que lorsque les conditions de financement, donc via le crédit, sont négatives, si on peut dire ça comme ça, sont restrictives plutôt, pour cet écosystème, bah, vous attendez à voir le prix des actifs chuter. Et donc dans les marchés privés, vous savez aussi que l'évaluation de ces compagnies ont chuté. Et ça a un impact sur les actifs. Donc vous voyez ici, n'oubliez pas, nous sommes dans ce cadre data et tout ce côté quant, nous voyons comment les données ont évolué, l'historique du BTC, et ça nous permet de faire des parallèles. Et là, lorsqu'on représente ça sous forme graphique, vous voyez qu'on n'a pas un graphique complet du BTC, mais ici, avec l'année 2020, bah, nous voyons clairement que c'était le cas. Conditions du financement extrêmes, pas bon pour les crypto-markets. Crypto-markets venaient d'une tendance haussière, on était super bas. Conditions de financement se sont améliorées avec l'intervention massive en 2020, février-mars 2020, février-mars-avril 2020. Bah, vous voyez que le crypto-market est monté. Maintenant, vous voyez que les conditions financières repartent sont redevenues agressives, crypto-market a chuté, là ça baisse quelque peu, crypto-market qui respire quelque peu. Donc maintenant, bah, on peut se projeter dans le futur. Vu tout ce qui est en train de se passer et que nous savons que les banques centrales vont continuer à monter les taux d'intérêt, les conditions de financement, bah, ils vont faire demi-tour. Les spreads vont monter, donc du WB par rapport aux 10 ans, et donc ça c'est négatif pour les entités crypto. Donc oui, ce sont des points qui sont super importants, tout cela. Donc oui, excusez les alarmes, hein, que j'avais que c'était mes alarmes que j'avais d'habitude. Donc là, j'ai décidé de faire l'émission, enfin cette session, d'enregistrer en journée. Donc voilà, vu que j'avais le temps de le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui est super important. Donc vous voyez ici, l'Intel que nous apporte ces différents éléments. N'oubliez pas, ici, nous présentons ces éléments. Okay. Ensuite, nous avons quoi? Bah, le fameux 10-year, donc 12 tens. Et ça, c'est un point qui est super important. Pourquoi? Vous avez vu que dans mes travaux d'analyse que j'ai déjà fait par le passé, je vous ai montré lorsqu'il y a une inversion des courbes. Donc ceux du pro-market, je vous ai conçu ça au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez le rendement de la note US à 2 ans, on va dire 2 ans, par rapport à celle de 10 ans, lorsque le rendement est supérieur, donc ici imaginons qu'on a 4% et que la note a un an a un rendement de 2%, vous voyez qu'il y a un différentiel de 2%. En langage Wall Street, c'est 200 points base.
Et donc, ce que ça veut dire, le rendement de la note à 2 ans supérieur à la note de 10 ans, ce n'est pas bon. Ça, c'est annonciateur d'une récession chaque fois que ça s'est produit. Ces inversions de courbes ont prédit les 7 dernières récessions. Et maintenant, actuellement, là où on en parle, les courbes sont encore inversées. Donc, ça signale une récession. Dans une fenêtre de 12 à 18 mois. Mais vous voyez que l'économie résiste et on sait que la récession va se passer à un moment ou à un autre. Et donc, lorsque vous voyez cela, donc lorsqu'on a cette inversion des courbes, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les marchés au niveau de conditions de financement. Donc, vous voyez que la note à 2 ans, si elle monte, et que la note à 10 ans, monte aussi, mais que celle à 2 ans monte beaucoup plus, annonciateur de récession, et vous voyez que c'est corrélé à récession, donc c'est la lecture du PIB de trimestre d'affilée négatif, PIB qui est négatif, et bien évidemment les conditions de financement et tout ce qui se passe au niveau économique, tout est en bear market et tout est en contraction. Et ça, c'est ce que nous voyons maintenant. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous surveillons. Donc qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir ici que les conditions de financement, que la note de 10 ans soit supérieure à la note de 2 ans, et ça, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez qu'on prend 0%, qui nous marque clairement un élément clé, donc 0%. Donc là, ce serait positif, là, ce serait négatif. Et vous voyez que maintenant, les yields sont super négatives. Et vous voyez que lorsque les yields étaient positifs, donc lorsque le rendement de la note à 10 ans était supérieur à celui à 2 ans, vous voyez que le prix des actifs est super haussier. Dernièrement, et vous voyez ici, on a atteint un pic. Rappelez-vous, les banques centrales ont commencé à annoncer changement de politique, mais les conditions financières ont commencé à se détériorer avant. N'oubliez pas qu'il y a des acteurs qui opèrent dans le marché des bons et eux voient venir les choses et donc ils revendent et achètent des bons. Ça impacte les courbes de rendement. Ensuite, vous rajoutez le dernier coup de grâce, la Banque centrale, la Fed, et vous voyez comment le prix du BTC a suivi. Donc ça, ce sont des points qui sont super importants. Donc ça, c'est encore un autre indicateur en plus qui nous apporte pas mal d'intel. Donc nous aimerions voir l'inversion être annulée, du moins qu'elle cesse, et qu'on récupère la normale. Donc le taux de rendement de la note à 10 ans supérieur à celui à 2 ans, et là c'est quelque chose qui est positif pour les crypto markets. Et vous voyez ici les corrélations, on voit qu'elles sont super hautes. Okay, donc ce sont tous des éléments que nous allons utiliser. Il y a ensuite un élément clé, donc ça je pense que là vous avez déjà tous vu cela, donc là j'en parle au quotidien, les fameux junk bonds. Donc là ce sont toutes ces dettes corporatives qui sont notées WB, donc des notes on va dire junk, donc c'est dire quoi? Ça veut dire très haut risque, et ça bien évidemment c'est corrélé aux actifs crypto. Pourquoi? Parce que ces notes sont émises par des entités comme Coinbase, Riot, Marathon, etc. Rappelez-vous, c'est dans les marchés publics. Nous pourrons faire le parallèle avec pas mal d'entités qui sont dans les marchés privés et ce sera exactement les mêmes types de notes qu'elles vont avoir lorsque des venture capital financent ces entités via de la dette, etc. Mais nous restons dans les marchés publics. Nous avons le GNK, donc c'est un ETF qui est compilé par Bloomberg, qui nous sert d'indice, et nous voyons la forte corrélation avec le crypto market. Vous voyez une corrélation de 85 points, donc 85% sur une période de 26 semaines. Donc là, c'est un semestre, et vous voyez que c'est fort corrélé au crypto market, surtout depuis ces phases ici de 2020. Donc là, on voit que les junk bonds à la hausse, donc demande pour ce type de bons. Donc c'est très spéculatif. Là, les conditions sont optimales pour cette prise de risque. Demande d'actifs à risque, BTC monte. Là, avec le changement des politiques monétaires, vous voyez qu'on a commencé à se défaire de ces fameux junk bonds. BTC qui atteint un pic, qui n'évolue plus, et ensuite, catapoum, ça chute. Maintenant, la demande revient, prix de BTC qui repart à la hausse. Donc, vous voyez qu'encore une fois, nous avons des éléments qui nous montrent ces fortes corrélations. Et n'oubliez pas, je le répète encore une fois, les datas nous montrent cela. Maintenant, vous voyez qu'on a mis en avant pas mal d'éléments. Après, c'est quoi? Il nous faudra, nous, sélectionner pas mal d'éléments et voir avec lesquels nous allons travailler. Donc, ce qui va nous aider. Et on peut s'aider de telle data pour être un complément aux métriques analytiques que nous allons choisir. Donc, métriques analytiques par défaut, c'est avec lesquelles nous allons travailler de manière permanente. Donc ici, nous poursuivons et nous avons le fameux Dixie, donc le fameux dollar. Donc c'est super important. Et vous voyez que le dollar aussi, ça dépend des taux d'intérêt et des différentes phases. Donc ici, nous avons en jaune les taux d'intérêt directeurs de la Fed, en orangé les prix du BTC et en vert le dollar. Et vous voyez que lorsque les conditions ont changé, donc rappelez-vous, mars 2020, c'était super important. Dollar qui s'est renforcé, ça fait en sorte de quoi? De pousser à la hausse les véritables taux d'intérêt. Donc real interest rate, c'est les taux d'intérêt et on soustrait à cela l'inflation et nous avons les véritables taux d'intérêt. Donc imaginez-vous 10% de taux d'intérêt de la Fed, 10% d'inflation, 10 moins 10, ça fait 0. Donc la valeur de mon dollar, c'est 0. Donc le dollar joue le rôle de véritable stock de valeur. Si je décidais d'échanger mon action d'Apple et mon BTC et que je me maintiens en dollars, j'ai 0. Mais imaginez-vous un cas où on avait 5% de taux d'intérêt et 10% d'inflation, ça fait moins 5%. Donc lorsque j'ai du dollar, sur base d'un an, je perds moins 5%. Mais si en dollars, je perds moins 5% et qu'en euros, je perds moins 8%, vous comprenez que l'euro est à la baisse et s'affaiblit par rapport au dollar.
Parce qu'en dollars, je perds moins d'argent. Donc rappelez-vous, c'est un point qui est super important. Et maintenant que vous voyez que, vu qu'il y a ce choc économique en train de se passer et que beaucoup cherchent un stock de valeur et que les taux d'intérêt sont en train de monter et que l'inflation est en baisse aussi, eh ben clairement, c'est très avantageux d'avoir du dollar. Parce que lorsque je me maintiens en dollars, excepté les frais de commission pour conversion, donc commission lorsque je sors de mon opération, lorsque je transforme du yen ou de l'euro en dollars, eh ben clairement, le dollar joue son rôle de stock de valeur. Donc maintenant, ben, le cash est super, super intéressant. Et clairement, on se défait d'actifs à rente variable. N'oubliez pas, tout ça, tout ce que je suis en train de dire ici, vous ne devez pas oublier le contexte qu'on a vu au début. Donc cycle économique, cycle de crédit, cycle business et tout ça, tout ce qui se passe au niveau macro. Et bien, moment, avec l'actualité. Donc vous comprenez pourquoi le dollar s'est renforcé. Donc là, vous avez vu méga renforcement du dollar, hausse de taux d'intérêt. ok Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu? Le dollar a commencé à baisser, donc il n'y a pas eu aussi une méga prise de bénéfices et les actifs ont respiré quelque peu. Et donc là, ça peut être pour multiples raisons. Ok, rappelez-vous que le dollar, c'est quelque chose de global. Donc impact sur les pays émergents, impact sur les matières premières, ceci, cela, etc. Et donc là, ça se calme quelque peu. Mais vu ce qui est en train de se passer maintenant, nous savons que les banques centrales vont continuer leur politique agressive, donc continuer à monter les taux d'intérêt. Et vous voyez que le dollar, il se peut qu'il soit dans une phase ABCD haussière. Donc si le dollar se renforce et qu'il repart à la hausse, et qu'on a les taux d'intérêt qui montent, l'inflation qui baisse, les taux d'intérêt réels qui montent, que pensez-vous que ça va avoir comme impact sur le BTC? Il se peut que le BTC continue à chuter. Donc c'est encore un autre point ici qui nous montre que l'environnement et les projections sont négatives. Donc vous voyez ici tous ces éléments macro et micro que nous utilisons pour déterminer ce qui se passe, notamment prédire, faire des projections sur le prix du BTC. Donc là, on a répondu à quelques questions. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau macro. On a vu la phase 1, donc les micro-indicateurs, comment ils impactent le crypto market, donc des indicateurs de liquidité, de monnaie et tout ça, et d'autres indicateurs super importants au niveau macro. Maintenant, nous rentrons dans l'aspect d'indicateurs, on va dire, beaucoup plus axé sur le sentiment des marchés. Donc là, des indicateurs clés comme le VIX et le VXN, qui sont indicateurs de volatilité du S&P 500, indicateurs de volatilité du Nasdaq, et d'autres actifs similaires au BTC. Donc on a le ARKK, qui est beaucoup disent que c'est le nouveau Nasdaq. Pourquoi? Parce que c'est Mme Cathy Wood qui fait cela, et elle a investi dans des entités risquées et innovatrices. Donc vous voyez que ça rejoint tout ce côté Bitcoin. Et lorsqu'il y a une demande pour ce fonds, clairement c'est une demande de spéculation avec une vision par rapport au futur. Nous avons des actifs comme le BitQ, qui est un autre asset manager, qui a créé un fonds indiciel qui est axé sur quoi? Sur la crypto-industrie. Donc toutes ces compagnies qui mettent sur pied la crypto-infrastructure. Et nous avons le We Gonna Make It, donc le WGMI, de Valkyrie, et là c'est un fonds indiciel ETF qui est basé sur les mineurs crypto. Donc c'est un élément qui est super important. Et on a aussi le GBTC, donc le premium que l'on paye lorsqu'on veut participer, donc à acheter des parts du fameux Trust Bitcoin, donc GBTC de Grayscale. Et le premium aussi nous donne nous indique pas mal de choses. Et on peut continuer avec les spreads de futur du CME et pas mal d'éléments comme ça. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on évolue dans notre séquence, vous voyez qu'on peut segmenter les choses et utiliser différents éléments qui nous indiquent ce qui se passe. Donc par rapport à la demande, l'offre à la demande du BTC, et ici demande de BTC, retour de la spéculation, sentiment des investisseurs, etc. Donc tout ça c'est super intéressant. Donc nous commençons par la volatilité, et bien la corrélation du BTC par rapport aux indicateurs de volatilité, ça va toujours être inversé. N'oubliez pas que BTC a ses indicateurs de volatilité aussi, mais n'oubliez pas, vu, comment dirais-je, l'écosystème crypto est très jeune, et donc cette manière de compiler de data, ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Mais maintenant, vu que nous savons que BTC est fort corrélé au Nasdaq, Nasdaq, ça fait belle lurette qu'il a son indice de volatilité, nous pouvons prendre les deux côte à côte. Et nous savons aussi maintenant que nous avons des entités publiques comme Coinbase, Marathon et d'autres qui sont là et qui évoluent au Nasdaq. Donc lorsque le Nasdaq est impacté, ça impacte ces entités, elles impactent le BTC. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de son infrastructure. Donc ici, nous pouvons utiliser la volatilité VXN comme indicateur pour le BTC. Et là, c'est ce qui est fait. Donc, vous voyez clairement, lorsque la volatilité est super haute et que le sentiment est un sentiment de peur parce qu'on parle de récession ou quoi que ce soit, ça, c'est ce que nous avons vu ici en 2020, le prix chute. Lorsque la volatilité baisse parce que les conditions s'améliorent, il y a la liquidité et on parle d'un maintien économique. Et donc là, comme ce fut le cas en post-crash de février, mars, avril 2020, vous voyez que le prix du BTC monte. Et vous voyez que maintenant, nous avons ces corrélations inversées qui sont en train de jouer encore. Donc là, vous voyez que la corrélation est super inversée entre le VXN et le prix du BTC. Donc voilà.
C'est un point qui est super important. Et ici, nous avons rajouté le WGM. Donc là, c'est un ETF indiciel qui s'est lancé il y a très peu de temps. Donc on a peu d'historique pour celui-là. Et on a le BitQ qui aussi s'est lancé depuis quelques temps aussi. Donc la ligne orangée que l'on a, c'est s'est lancé courant 2021, lorsqu'il y avait ce méga boom crypto. Que ça aussi, ça nous indique ce qui se passe au niveau des compagnies publiques qui mettent sur pied l'infrastructure crypto. Et nous voyons clairement les sentiments. Et ces entités sont principalement listées au Nasdaq. Donc, vous voyez que c'est logique d'utiliser la volatilité du Nasdaq pour nous indiquer ce qui se passe à ce niveau-là. Et tout ça, vous voyez que ce sont des points, on a beaucoup plus de points de contact. Donc voilà en gros ce que nous pouvons constater ici. Et nous pouvons poursuivre ici avec, donc là on a uniquement le WGMI et le BitQ avec comment dirais-je, avec le BTC. Là c'est ce que nous avons sous les yeux avec le VXN. Bon, j'avais parlé du VXN au début, donc là vous avez le VXN sous les yeux et avant c'était le VIX. Donc c'est exactement la même chose, ok? Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé, que les deux nous indiquent exactement la même chose. VIX c'est le S&P 500, mais ne pas que le Nasdaq 100, c'est un cinquième du S&P 500. Donc, lorsque vous voyez des mouvements violents au niveau du S&P 500, c'est principalement causé par les entités tech. Et les entités tech, ce sont les entités qui dominent le Nasdaq. Donc, 100, 500, vous voyez que c'est un cinquième. Voilà pourquoi nous prenons les deux. OK. Et ici, nous avons le ARKK de Madame Cathy Wood. Ça fait pas mal de temps que c'est créé. Donc, vous voyez que là, ils sont là déjà depuis belle lurette. Donc, vous voyez ici 2015, etc. Et là aussi, vous voyez que les corrélations sont claires et nettes. Vous voyez qu'on est super corrélé, pratiquement à 80% avec le prix du BTC. N'oubliez pas, ce sont toutes les entités d'innovation. Il y a du Coinbase dedans et pas mal d'autres entités, Tesla et tout ça et tout ça. Et vous voyez clairement que cet ETF a chuté violemment de ses hauts à ses bas. Et vous voyez que c'est corrélé à la chute du BTC, corrélé à la chute du WGMI, corrélé à la chute du BitQ, de Bitwise. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là, ça nous permet de savoir au niveau des compagnies publiques. Donc rappelez-vous, on se défait de ces entités. Ce sont des entités qui sont exposées à l'écosystème crypto. Ça ne va pas être joli pour le crypto market. Donc tout ça sont des éléments qui nous permettent de mieux analyser les marchés, de comprendre ce qui se passe. Donc conditions de sentiment, de liquidité, de volatilité et pas mal d'autres éléments. Donc là, n'oubliez pas, nous sommes dans le champ de l'analyse micro. Avec ça, maintenant, nous pouvons poursuivre. Nous pouvons utiliser d'autres points qui sont disponibles publiquement. C'est le fameux Grayscale et regarder les holdings de BTC. Donc, les holdings, c'est autre chose. Je vais vous expliquer quelles sont les entités qui ont déposé leur BTC auprès de Grayscale. Mais l'élément qui nous intéresse au niveau du Grayscale, c'est surtout ce point clair. Donc là, ici, j'ai juste mis un indicateur de holding. Bon, là, les données, vous voyez qu'elles sont complètes depuis 2020. Ça provient de CoinGlass. Vous voyez que Grayscale existe déjà depuis plus longtemps, donc 2013, 2014. Je crois que l'entité existe depuis là, mais vous voyez qu'on n'a pas une historique complète. Mais vous voyez que les holdings de BTC sont montés. Et là, c'est au 12 février, vous voyez que le nombre de BTC qu'ils détenaient. Donc là, c'était 365 000 BTC. Maintenant, on est à 630 000 BTC. Vous voyez que les holdings sont montés. Ce sont des graphiques à l'échelle logarithmique, donc là, n'oubliez pas cela. Mais l'élément le plus important, c'est le premium que l'on paye. Ça, c'est un point qui est super important. Vous voyez que lorsque le premium est super haussier par rapport au NAV, donc Net Asset Value, on se rend compte qu'on paye un premium par rapport à cela. Un exemple, j'ai 10 $ de BTC, et donc là, ça c'est Net Asset Value, mais la part de mon fonds cotise à 15 $. Et donc, vous voyez que 10 par rapport à 15, qu'est-ce qu'il y a? C'est 50% en plus. Donc, c'est-à-dire que je paye un premium de 50% en plus pour avoir accès aux parts de ce fonds. Donc, clairement, ça signifie quoi? Ça signifie une méga demande. Donc, lorsque nous voyons que le premium change ici et là par rapport à la valeur des valeurs nettes des actifs que nous détient au niveau du fonds, on sait qu'il y a un sentiment positif. Il y a une méga demande pour cet actif. Et maintenant, on voit que le Grayscale, le premium est en baisse de près de moins 50, je crois que c'est les plus bas qu'on a atteint, entre moins 50, maintenant on est à moins 46%. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Clairement qu'il n'y a pas de demande par rapport à cela. Et pas mal de participants du fonds veulent liquider leur participation, mais vu que ce n'est pas liquide du tout, et que maintenant il y a moins de liquidité, et que les conditions de liquidité elles ne sont pas optimales, il y a un gros problème. Et vous voyez que le premium est en discount, comme on dit. Ok, donc là, c'est un point clé. Donc là, le fonds, il y a 10 $ de valeur d'actifs par BTC. Et qu'est-ce que vous voyez? Le fonds cotise à 5 $. Donc clairement, il y a moins 50% de premium. Donc c'est un discount. Vous voyez que maintenant, au 9 février, c'était moins 46%. Et donc clairement, vous voyez que ça aussi, c'est corrélé à la demande de BTC. Donc ça aussi, c'est un autre indicateur clé, vu que c'est un des plus gros asset managers que nous avons là. Il y a un autre indicateur, celui-là n'est pas toujours spécifiquement super effectif, mais bon, il faut savoir comment l'interpréter. C'est les spreads que nous avons entre la valeur des futurs. Vous voyez que les futurs, il y a des échéances mensuelles et trimestrielles, donc faire attention à cela. Et le spot. Un élément qu'on utilisait, c'est quoi? C'est qu'au niveau des futurs du CME, on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait des gaps
donc des écarts, donc des phases où il n'y avait pas de cotisation, donc il n'y a pas de prix qui a été créé pour les futurs du CME, entre le futur du CME et le BTC, on se rendait compte que le BTC Spot repartait à la baisse afin de combler ce gap. Donc j'explique. Un gap, c'est tout simplement ça. Donc imaginez-vous une bougie qui s'est arrêtée à 5. Ok, donc ça c'est le CME, donc je fais simple au niveau des chiffres. Et vous voyez qu'ici, donc à 6, il n'y a pas eu de prix qui a été créé et directement, on est reparti à 7. Et donc là, vous voyez qu'il y a un gap, donc il n'y a pas eu de cotisation là. Personne n'a effectué un marché, donc ni offre ni demande à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau du CME. Maintenant, il peut se passer pas mal de temps, un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, etc. Et on se rend compte que ça c'est historiquement parlant, que ce fameux gap que l'on a constaté au niveau du CME, le BTC Spot, lorsqu'il évolue, il avait tendance à revenir et combler ces gaps. Peu de temps après, donc là le temps c'est une autre histoire, mais on a remarqué que le prix du BTC Spot revenait recombler ces gaps. Donc il n'y a pas les deux cotisent main dans la main. BTC lui cotise, hein, rappelez-vous que ça cotise tout le temps, donc ce qui fait qu'au niveau du BTC Spot, on ne constate pas ce gap, mais ce gap est constaté au niveau du CME, et on se rend compte que par après, tiens, le prix du BTC Spot évolue, on va dire, lorsqu'il y a une correction ou quoi que ce soit, le niveau de gap a souvent joué le rôle d'indicateur. Donc on a vu le prix du BTC Spot venir et combler le niveau de gap que l'on a perçu et qui a été effectué au niveau du marché CME. Et ensuite BTC, tiens, revient, reteste ça, comble le gap et repart à la hausse. Donc là, ici, on aurait une sorte de canal ABCD. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté par le passé. Mais n'oubliez pas, c'est pas quelque chose qui est ferme, qui est soutenu, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a remarqué, donc c'est assez intéressant. N'oubliez pas, il faut continuer à faire beaucoup plus de travaux par rapport à cela et comprendre ce qui se passe. Maintenant, vu la nature jeune des futurs et des options du CME, donc c'était lancé en décembre 2017, vous voyez 2023, 5 ans, c'est pas assez, surtout au niveau des participants. On ne peut pas comparer ça, par exemple, au futur du Gold, etc., qui sont là depuis pas mal de temps. Et vous voyez que maintenant, l'infrastructure BTC commence à monter, mais ça, ce sont des éléments qu'on a remarqués. Et là, ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, vous voyez qu'on avait déjà souvent commenté cela. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'effectif? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec, etc. Et vous voyez que maintenant que cette infrastructure est en train de se sophistiquer et qu'on a de plus en plus d'acteurs qui vont commencer à rentrer dedans et qu'il y a de plus en plus d'argent qui rentre dedans, si vous remarquez bien, les volumes du CME commencent à rattraper les volumes d'exchange offshore comme Binance et d'autres. Donc là, ils sont souvent classés deuxième, surtout après la disparition de FTX. C'est assez intéressant de voir cela. Donc rappelez-vous, c'est quelque chose sur lequel voilà, on doit garder un œil. Mais là, c'est bien plus technique. OK? Donc voilà. Donc là, on a fait la partie 1. Et la partie 2, on en fait partie 1, partie 2 et partie 3 de notre rapport. Rappelez-vous qu'il y avait 4-5 grosses parties. Et on va s'arrêter ici à la partie 4, vu que c'est quelque chose de très 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 costaud. On a déjà pratiquement 2 heures. Et la partie 4, on va poursuivre par après avec un focus sur l'analyse en utilisant des outils qui sont super super simples et des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués. Et durant cette phase ici, dans cette partie, je pense que si au moment où je fais cet enregistrement, si j'ai la participation de Sergio, on va en parler ici, vu que là, on va parler d'outils analytiques qui sont bien plus complexes. Ok, donc juste pour vous donner une idée des outils que l'on va utiliser, on va parler des outils spécifiques au crypto market. Donc les indicateurs en chaîne du BTC. Rappelez-vous que là, on est dans la micro et des éléments qui sont idiosyncratiques au crypto market. Donc les données en chaîne, donc les données blockchain et d'autres éléments. Ok, donc là, on va revenir dessus. Durant la partie 2 de la présentation. Et aussi, nous allons peut-être utiliser aussi la publication de Sergio, voir si on va pouvoir l'intégrer ici directement. Si ce n'est pas le cas, on fera une partie 3 pour Sergio. Donc la partie 1, ça fait 2 heures, donc il y avait pas mal de parenthèses à ouvrir. Partie 2, on va commencer sur les analyses spécifiques de données en chaîne. Et avec ça aussi, on va passer à la partie portefeuille, commencer à parler et à élaborer pas mal de choses concernant le portefeuille. Ok, donc voilà, on va arrêter ici pour notre présentation. Donc un grand merci à vous tous, on se maintient ultra focus et rendez-vous pour la partie numéro 2 de notre fameuse présentation.